Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais m'adresser et saluer les parlementaires, mesdames et messieurs les ministres, pour certains d'entre vous qui viennent de très loin, du continent africain, de l'Europe, mesdames et messieurs les élus, chers amis, acteurs engagés de l'Afrique et de l'Europe. Je suis très heureux ce soir de vous accueillir ici au MUCEM pour cette deuxième édition du Forum Europe-Afrique. Il y a 1 an et demi, nous avons défendu, avec la présidente de la métropole d'Aix-Marseille, Martine Vassal, l'idée qu'ici, à Marseille, dans la métropole d'Aix-Marseille, on puisse accueillir ce Forum Europe-Afrique. Je vous rappelle que l'année dernière, la France accueillait le Conseil national européen et on s'est interrogé comment, dans cette présidence française, on pouvait laisser un héritage à Marseille dans le dialogue entre les deux continents, Madame la Première adjointe. Eh bien, on a candidaté, ça a été l'objet d'une première édition en mars 2022, qui a été un réel succès, mobilisant tous les acteurs économiques du territoire, mais également, bien entendu, tous les acteurs, nos amis du continent africain, les élus, les collectivités locales, les entrepreneurs, le monde de la science, le monde de la recherche, avec, bien entendu, l'Europe. Alors, ce soir, je ne ferai qu'un petit mot d'accueil. Je laisse les annonces, je les réserve pour demain, mais je souhaitais tout de même vous dire deux choses. La première, c'est qu'on a fait un choix ce soir, puisque le thème de cette deuxième édition, c'est nouvelles ambitions, nouvelles ressources, nouvelles technologies. Vous le verrez demain. Nous serons de l'autre côté du Vieux-Port, au Palais du Pharaon. On voit bien que notre monde et l'économie vont être drivés par deux enjeux majeurs. La question, bien sûr, du climat et de la transition écologique. Et le deuxième enjeu, on en parle de plus en plus depuis un certain nombre de semaines, l'intelligence artificielle, l'IA, ces nouvelles technologies, comment elles vont changer le monde à l'heure, justement, de la relation des continents africains et européens. Mais ce soir, on a souhaité tout d'abord parler de culture. De culture, tout d'abord, il ne vous a pas échappé que dans le calendrier, demain, il y a l'ouverture du Festival international de Cannes. Eh bien, nous, ce soir, nous allons faire mieux que Cannes, parce que si Cannes a sa croisette et son palais de festival, ici, on a le MUCEM. Le MUCEM, c'est son anniversaire dans quelques jours. Le MUCEM a été inauguré le 7 juin 2013, c'est-à-dire fête son 10e anniversaire dans quelques jours. C'est une belle réalisation. Justement, un lieu, un musée qui incarne cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Il nous paraissait important ce soir de se retrouver dans un lieu de culture, car on sait qu'il n'y a pas de développement économique sans culture, il n'y a pas de paix sans capacité des peuples à se mettre autour de la culture. La culture nous rassemble, la culture nous fédère. Au moment où l'on constate une fragmentation du monde, plus que jamais, on a besoin plus de culture. Peut-être que s'il y a plus de culture, il y aura à l'avenir moins de crises. Alors, ce soir, deux exercices. Tout d'abord, Jérôme Enrico, qui réunira deux acteurs majeurs du monde du cinéma et également du festival du mobile. Ça sera l'occasion comment, justement, le film et la production cinématographique, c'est aussi un moyen de rapprocher les deux continents. Et puis, Laurence Bottero, tout à l'heure, en dernière partie de cette soirée, nous aurons des intervenants pour parler d'un sujet ici qui anime beaucoup les Marseillais, c'est est-ce que Marseille peut être cette capitale des industries créatives et culturelles ? Tout ça dans un contexte où le président de la République a lancé le Marseille en grand, dans lequel il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés. Je remercie justement le président de la République qui a bien voulu que cet événement soit sous haut patronage. Mais avant cela, on va peut-être, c'est un peu inhabituel, on va démarrer justement par la question du rôle des médias. En général, quand vous venez dans un forum ou dans une soirée, vous remarquerez toujours, les journalistes, si vous voulez les identifier, soit ils sont au premier rang, soit ils sont au dernier rang. Alors ce soir, on a dit, tiens, on va changer un petit peu cette configuration, on va mettre les journalistes sur la tribune. Pourquoi ? Parce que vous le savez que dans la relation Europe-Afrique, le rôle de l'information, le rôle du pluralisme, la question, bien sûr, du rôle des médias qui contribuent, bien sûr, à jouer un rôle dans nos démocraties. On a souhaité, pour une fois, démarrer ce forum justement par la voix des journalistes.
la voix des journalistes, qu'ils soient des journalistes africains, qu'ils soient des journalistes européens, qu'ils soient des journalistes français, qu'ils soient des journalistes marseillais. Ils vont nous donner ici, pour démarrer cette première table ronde, leur vision de ce qu'est la relation Europe-Afrique depuis Marseille. Je tiens à remercier Jacques Rosselin. Finalement, on ne pouvait pas mieux choisir que celui qui a créé Courrier International pour animer cette table ronde. Voilà, j'espère que le menu de la soirée vous plaît. Restez en fond pendant 24 heures parce que nous allons rester ensemble jusqu'à demain soir. Merci en tous les cas à tous les services de la métropole d'Aix-Marseille de faire de ce forum, nous l'espérons, un moment important, alors que beaucoup d'individus essaient de monter des murs entre les civilisations et les peuples. Eh bien ici, avec la métropole d'Aix-Marseille, nous essayons, avec la Tribune Afrique, à essayer plutôt de favoriser le dialogue, favoriser les échanges. Je vous souhaite une excellente soirée à vous toutes et à vous tous, et je laisse la parole à Marion Bareil, qui représente le président Renaud Muselier. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, la terre africaine est tout, sauf une terre d'angoisse et de résignation. Elle est une terre d'optimisme et de volontarisme. Tels furent les propos du président Emmanuel Macron lors du sommet Afrique-France en février dernier à Montpellier. Ceci doit nous inspirer et nous inciter à réaliser la force de notre atout d'être les voisins de l'Afrique et de compter encore parmi les pays qui ont un lien unique, humain, existentiel, ce qui est une chance. L'Europe a un destin lié avec le continent africain qui s'impose aujourd'hui comme un partenaire de référence des grandes puissances économiques. Cette deuxième édition du Forum Europe-Afrique va réunir pendant 2 jours plus de 60 intervenants. Autant de regards, d'analyses et de témoignages pour accélérer la construction d'un avenir partagé entre nos 2 continents et pour réinventer ensemble la relation équilibrée, construite sur la confiance et le respect de nos histoires parfois difficiles. C'est un rendez-vous marquant qui s'appuie sur le dynamisme grandissant des relations entre l'Europe et l'Afrique et qui permettra aux 2 parties d'atteindre leurs objectifs conjoints pour relever les défis mondiaux. Nous devons en effet bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, et le climat en est une, et ô combien importante. Cette soirée, vous l'avez dit, est consacrée aux médias, mais également aux industries culturelles, un secteur porteur d'emplois et de revenus, présent au cœur des identités européennes et africaines. La culture, c'est un vecteur de rapprochement des identités européennes et africaines et un secteur majeur de la politique régionale portée par le président Renaud Muselier. En effet, nous avons augmenté de 30% son budget depuis 2015. Aujourd'hui, ce sont 65 millions d'euros que nous y consacrons. Un effort sans précédent que nous comptons bien évidemment poursuivre dans les années qui viennent, car en région sud, la culture n'est pas une option, elle est vitale. C'est un peu notre ADN. Nous comptons également poursuivre notre engagement sur le continent africain dans le cadre de notre stratégie de coopération méditerranéenne et internationale, votée le 24 juin dernier et dont j'ai l'honneur de présider. Et à ce titre, la collectivité a tissé des partenariats historiques avec les autorités locales d'Afrique du Nord, avec l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. La région a également développé une coopération stratégique avec la République de Djibouti, en Afrique de l'Est, ainsi qu'avec la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest. 2 pays francophones qui jouent un rôle primordial à l'Est comme à l'Ouest du continent, avec un impact conséquent
sur l'espace euro-méditerranéen. Mesdames et messieurs, nous le disons avec force, parce que nous avons des défis communs, parce que nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, écrivons ensemble une nouvelle page de notre relation, écrivons ensemble notre avenir commun. Je vous remercie. Je vous demande d'accueillir Madame Michèle Rubirola, première adjointe à la ville de Marseille. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers partenaires. Au nom de la ville de Marseille, je suis ravie d'être à vos côtés en ce jour pour évoquer les enjeux environnementaux et les défis écologiques communs auxquels font face les grandes villes du monde, et a fortiori celles de nos deux continents et, sous la région qui les réunit, la Méditerranée. En effet, aujourd'hui, plus aucun pays, plus aucune ville n'est à l'abri des changements climatiques. Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui en ville, 56% de la population mondiale, soit 4,4 milliards d'habitants. Cette tendance va se poursuivre d'ici 2050 avec le doublement du nombre actuel de citadins. Pratiquement 7 personnes sur 10 dans le monde vivront en milieu urbain. Cette urbanisation galopante s'accompagne de nombreux défis, car les villes sont durement exposées aux conséquences du changement climatique. Les métropoles des pays à revenus faibles ou intermédiaires sont particulièrement vulnérables et, à cela, on observe une amplification des effets sur les groupes fragilisés, les plus pauvres, les femmes, les enfants et les personnes âgées, venant accentuer la pauvreté et compromettre le développement. Parmi ces villes, Marseille, ville à la croisée du sud et du nord, est vulnérable à toutes les conséquences du changement climatique, comme les incendies, la montée des eaux, les températures extrêmes, les inondations. En ce sens, elle ressemble à ces villes du sud. Et elle est au nord, une ville témoin de la catastrophe climatique à venir. Les experts l'affirment avec certitude, la Méditerranée va connaître un des changements climatiques les plus radicaux et les plus rapides de la planète. Dans le bassin méditerranéen, le thermomètre est déjà monté en moyenne de 1,5 degré par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle, et l'escalade va se poursuivre. Le réchauffement de la région atteindra plus 2, plus 3 degrés à l'horizon 2050, pour atteindre plus 5 degrés à l'horizon 2100, selon les différents scénarios de concentration de gaz carbonique établis par les experts du GIEC dans leur rapport paru en août 2021. Selon leurs prévisions, tous les événements météorologiques de la région vont s'amplifier. Les épisodes de canicule vont être de plus en plus intenses, touchant 93 millions de personnes d'ici 2050, tandis que la baisse des précipitations estivales va entraîner de fortes sécheresses. Marseille est confrontée à des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Ces orages provoquent des catastrophes en série. Par exemple, la ville n'est pas capable d'absorber les mètres cubes qui se déversent en quelques heures lors de ces orages violents, ce qui met une partie de notre ville sous l'eau et impacte fortement la biodiversité marine provoquée par les eaux usées de la ville, dont le trop-plein se déverse sur nos plages, causant leur fermeture pour cause de pollution. Or, parce qu'elles sont plus exposées aux risques de catastrophes et aux risques climatiques à mesure qu'elles se développent, les villes jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il est urgent de s'adapter au changement climatique en cours pour protéger la santé et le bien-être de la population, pour éviter les impacts économiques les plus négatifs, mais aussi pour préserver les écosystèmes actuels.
L'action des villes en matière d'adaptation et de résilience est essentielle. Elle peut permettre aux communautés de continuer à vivre dans de bonnes conditions malgré la crise climatique. Et cela nécessite de mettre en place les jalons d'un urbanisme résilient avec 3 objectifs. Pour ne pas aggraver la situation existante, adapter la ville au niveau climat pour qu'elle reste vivable et anticipée. Tout ce que l'on construit doit être au service de la transition écologique et de l'adaptation. Pour cela, il faut notamment construire des bâtiments et des quartiers avec des matériaux bioclimatiques, limiter le nombre de climatisations, car ce qui crée du frais à l'intérieur rejette encore plus de chaud à l'extérieur, avec des règles qui s'appliquent à tous, aussi bien sur les bâtiments publics que privés. Il faut aussi, un peu à rebours de ce qui a été fait jusqu'ici, fortement réintroduire la nature en ville. La végétalisation est un enjeu majeur. En effet, Marseille a perdu en 75 ans 50% de ses arbres. Un autre sujet important est celui de la désimperméabilisation des sols. Si l'eau ne peut pas se frayer un chemin, elle dégrade tout sur son passage. Il faut donc imaginer des lieux où elle puisse s'infiltrer. Bref, il est urgent d'adapter l'urbanisme et de s'inspirer des techniques éprouvées au Sud pour construire nos villes. Je suis convaincue que nos métropoles sont de véritables laboratoires des solutions innovantes, où se repense l'aménagement du territoire face au changement climatique et qui promeut une approche intégrée de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain. Je le disais, la majorité de la population mondiale vit dans des grandes villes qui grossissent. Mais est-ce un horizon souhaitable ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire émerger des villes moyennes où il serait plus facile de maîtriser les enjeux climatiques ? Sans cela, la ville va devenir un enfer tant par les conditions de vie qu'elle offre que par les dangers auxquels elle expose ses habitants. Elles ne seront plus habitées que par des populations modestes quand les plus riches se réfugieront à l'extérieur pour mieux respirer. Dans cette fabrique nouvelle impulsée par le politique, le rôle du secteur privé est essentiel. Il convient de mobiliser les financements et l'expertise du secteur privé dans les solutions d'adaptation au changement climatique. La création de villes plus résilientes nécessite le plein engagement du secteur privé en complément des ressources publiques de plus en plus limitées. Nous l'avons évoqué lors des dernières COP où je me suis rendue. Le secteur privé a l'opportunité de jouer un rôle important dans le financement et la conduite de la transition vers l'objectif zéro d'émissions d'ici 2050. Nous avons besoin d'investisseurs, de bailleurs et d'autres fournisseurs de services financiers pour renforcer les flux de capitaux dans les infrastructures à faible émission de carbone, notamment en fixant des objectifs pour augmenter les émissions d'obligations climatiques. Ensuite, nous devons imposer l'arrêt des transferts et flux financiers vers des industries polluantes et les technologies obsolètes, ou encore exiger que soient abondés des fonds dédiés à des investissements privés verts et que soient proposés des instruments financiers pour des projets d'entrepreneuriat climato-intelligents. Il reste encore beaucoup à faire pour encourager une plus grande implication des banques privées. Cela peut s'expliquer par des incertitudes persistantes concernant les risques et la rentabilité des investissements en matière d'adaptation au changement climatique, particulièrement en Afrique, où les revenus des populations demeurent assez modestes en comparaison avec leurs besoins et pouvoir d'achat. En somme, j'ai évoqué le rôle des institutions politiques et celui des investisseurs privés. Mais je n'oublie pas non plus celui joué par les diasporas. Dans cette fabrique de la ville de demain, il convient de faire en sorte que les diasporas contribuent de manière vertueuse au développement durable des territoires d'origine et d'accueil. Il est désormais reconnu que la migration fait partie des stratégies d'adaptation aux changements environnementaux et climatiques. À Marseille, plus qu'ailleurs, le potentiel à mobiliser est colossal. C'est une chance à saisir pour notre territoire. Beaucoup de personnes viennent en Europe pour des raisons environnementales, même si elles ne se déclarent pas migrants climatiques. Le plus souvent, ces personnes sont envoyées avec un mandat de la famille. Même si cela coûte cher au départ, c'est une sorte
de retour sur investissement. Une fois arrivés, les migrants doivent envoyer de l'argent, des idées, des partenaires pour résoudre les problèmes auxquels font face la famille ou le village. Le migrant est donc pleinement un agent de développement. À nous d'en faire un agent de développement durable, avec des projets de reboisement, de gestion des déchets ou encore de promotion de la santé. L'objectif est de solliciter l'expertise des membres de la diaspora dans des domaines variés tels que l'énergie, la santé, le numérique, l'immobilier, l'agroalimentaire, pour bâtir des villes fonctionnelles, résilientes et inclusives. Cela nécessite d'intenses efforts de coordination des politiques et des choix d'investissement intelligents à tous les niveaux de prise de décision. Pour conclure, au nom de la ville de Marseille, je souhaite nous engager collectivement dans une logique de partenariat, car malgré le défi que constitue le changement climatique, les villes ont aujourd'hui la possibilité de développer leur résilience pour devenir plus saines, plus vertes et plus sûres, tout en renforçant l'inclusion sociale. Nos villes ont besoin pour cela qu'on les aide à surmonter les freins à l'investissement dans les projets d'adaptation. De ce point de vue, les acteurs internationaux du financement du développement ont un rôle essentiel à jouer pour créer des conditions et encourager l'engagement du secteur privé en faveur des projets d'adaptation. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellents travaux et un séjour riche et fécond dans notre ville de Marseille. Très bon forum à vous et je vous remercie. Voilà. L'homme important qui va arriver, c'est celui qui va proclamer la soirée et l'ouverture. J'appelle le vice-président de la métropole d'Aix-Marseille, M. Didier Parakian. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes venus, vous êtes tous là pour célébrer ensemble et pour lancer ce deuxième forum Europe-Afrique. Et il m'appartient de saluer avec beaucoup d'égards et très amicalement les élus du territoire qui sont venus très nombreux. Madame la sénatrice, ma chère Brigitte Deveza, ma députée préférée Sabrina Agresti-Roubache va pas tarder. Je salue également Michel Rubirola, Marion Bareil. J'ai vu aussi dans l'assistance mon ami Laurence Mergian, monsieur Jean-Baptiste Rivoilan, Madame Camélia, bonjour et bienvenue. Et je voudrais aujourd'hui qu'on accueille tout particulièrement ceux qui sont venus de très loin. Ce sont des hautes autorités dans leur pays. Le président de la COP 15 et ancien ministre de la Côte d'Ivoire, monsieur Don Wahi, j'aimerais qu'on l'applaudisse parce qu'il a fait un long chemin. Monsieur Gomez, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports de la Guinée-Bissau. Monsieur le ministre, merci de votre venue sur notre territoire. Monsieur Charles Emba, ancien ministre de l'économie du Gabon. Bienvenue, monsieur le ministre de l'économie. Monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Bienvenue à vous aussi. Monsieur Aimé Popa Mouyouma, ancien ministre du Gabon. Bienvenue à vous aussi. Merci de votre présence. Monsieur Ibrahim Yacouba, ministre d'État du Niger, en charge des énergies. Bonjour, monsieur le ministre. Et Lionel Sansou, ancien Premier ministre du Bénin. Monsieur le ministre, Premier ministre. J'ai vu également dans cette noble assemblée beaucoup de consuls généraux, le consul du Maroc, du Tchad, du Sénégal. Bienvenue à vous aussi, mes chers amis consuls. Alors, je suis très heureux, au nom de la présidente Martine Vassal, en tant que vice-président en charge des relations internationales de la métropole. Notre présidente a choisi le meilleur pour vous accueillir, un des plus beaux écrins de ce territoire, le symbole ouvert sur la mer Méditerranée et ouvert sur l'Afrique, le MUSEM. Mes premiers mots pour remercier le président Jean-Christophe Tortora, mon ami Jean-Christophe, qui a fait un travail extraordinaire avec ses équipes de la tribune pour préparer cette deuxième édition. Et j'aimerais qu'on les applaudisse très très fort parce que je vais lui
lui lancer un défi, parce que l'année dernière, c'était plus de 100 000 personnes, soit en visio, soit en présentiel, qui étaient présents au premier forum. Mais là, il va falloir faire beaucoup plus. Et en tout cas, je sais que vous avez mis beaucoup d'efforts. Vous avez regroupé la crème de la crème pour venir sur ce territoire, et notamment beaucoup d'intervenants. Vous savez qu'ici, nous avons l'habitude d'accueillir les étrangers avec un E majuscule. Nous avons l'habitude de dérouler le tapis rouge à nos amis étrangers. Je suis certain qu'aujourd'hui, vous arrivez tous en amis, et demain soir, vous repartirez en frères. Vous êtes... oui, effectivement, c'est très important pour nous, la fraternité. Ici, vous êtes bienvenus, vous êtes chez vous. Nous avons compris très rapidement sur ce territoire, avec beaucoup d'humilité, que nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Parce que l'Afrique, c'est une vitalité économique, c'est une vitalité démographique, c'est une vitalité d'entrepreneurs. Et puis, c'est des hommes et des femmes comme nous qui aiment créer, qui aiment entreprendre, qui aiment innover. L'innovation, voilà un sujet qui tient à cœur à notre présidente Martine Vassal. Vous le savez, nous sommes depuis quelques mois capitale européenne de l'innovation. Et ce n'est pas un hasard, vous le savez, nous sommes un territoire, une métropole jeune, et la priorité, une des priorités de la présidente, c'est l'innovation. Et pourquoi nous avons été capitale européenne de l'innovation? Oui, parce que nous sommes un territoire jeune, mais surtout parce que nous avons un écosystème formidable autour de l'innovation. Nous avons des accélérateurs, et je salue l'accélérateur M, The Box, qui va bientôt s'installer du groupe CMA-CGM à Abidjan. Nous avons des technopoles, avec le technopole de l'Arbois, qui fait un travail fantastique aussi, 4e technopole au monde en matière de clean tech. Nous avons aussi technopole de Château-Gombert, de Lumini. Bref, l'innovation est au cœur de ce territoire, mais aussi le fil directeur, le fil rouge de notre candidature a été ces liens indéfectibles que nous avons avec l'Afrique, et c'est ça qui a plu à la Commission européenne. Vous savez aussi que sur ce territoire, c'est plus de 7000 talents africains qui viennent chaque année se former dans nos universités, AMU, de se former aussi à Gage Business School. Ce sont des entrepreneurs, des cadres, des chercheurs. Ils sont tous les bienvenus. C'est plus de 350 start-up africaines qui, chaque année, répondent à des appels d'offres lancés par notre territoire. Ce territoire d'excellence, c'est aussi un hub de la connectivité grâce à nos 16 câbles sous-marins. Et le dernier câble que nous avons inauguré, qui part de Marseille, qui fait le tour de l'Afrique et qui revient à Marseille, et qui fait que nous sommes très proches en matière de connectivité de l'Afrique. Et nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans le top 5 des hubs de connectivité au monde. Nous sommes aussi un véritable hub de business où il fait bon entreprendre, je vous disais. Nous avons des communautés, des réseaux d'entreprises, et je salue la présence de l'association Africa Link, mon ami Denis Berger que j'ai vu ici. C'est plus de 200 entreprises, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, des grosses entreprises, des petites entreprises. Elles valorisent tous notre beau territoire. Et puis, je voudrais vous dire aussi que sur ce territoire, et ça nous y tenons très particulièrement, nous valorisons les talents. Les talents, il y en a énormément sur ce territoire. Quand nous organisons Emerging Valley, nous accompagnons cette belle manifestation. C'est un peu le CES de Las Vegas à nous, avec Samir Abdelkrim. Demain, nous remettrons d'ailleurs 3 trophées, nous avons appelé ça les trophées One Provence, à des entrepreneurs dynamiques sur le territoire et qui participent justement à ce rayonnement. Vous l'avez compris, avec la présidente Martine Vassal, nous voulons nous positionner comme le cœur battant de la co-construction entre l'Europe et l'Afrique. Et nous voulons, comme le président de la République le souhaite, devenir la capitale de l'Euroméditerranée. Et ce n'est pas un hasard si le président Emmanuel Macron a souhaité patronner sous le haut patronage de la présidence de la République. Alors, c'est vrai, ce soir, demain soir, certains seront à Cannes pour monter les marches du festival. Nous, aujourd'hui, nous avons préféré descendre les marches du Mucem pour vous parler de cinéma, d'industrie créative et culturelle. Et vous savez qu'il y a des intervenants de haut vol.
et de grands talents qui vont participer à ces tables rondes. Voilà, pour terminer, je voulais vous dire, allez, vous faire une petite confidence. Ici, sur ce territoire, nous aimons profondément nos frères et nos sœurs africaines. Vous savez, ce territoire, j'ai l'habitude de le dire, il est unique. Nous avons à la fois une métropole française, bien sûr, une métropole européenne, bien sûr, mais aussi une métropole méditerranéenne et surtout une métropole africaine. Nous avons tout en un, et c'est pour ça que ce territoire fonctionne si bien, et c'est pour ça que nous sommes si performants. Voilà, nous sommes, avec l'Afrique et la métropole Aix-Marseille-Provence, nous sommes faits l'un pour l'autre, et nous sommes prêts à continuer à grandir ensemble. Alors, si vous le voulez bien, nous allons déclarer tous ensemble ce soir la 2e édition du Forum Europe-Afrique ouverte. Je vous remercie et vive l'amitié entre l'Afrique et notre métropole. Je salue également la consul générale d'Allemagne que je n'avais pas vue. Merci beaucoup. Voilà, je tenais simplement à remercier celui qui accepte d'animer notre grand débat sur le rôle des médias africains et européens. Je vous demande d'accueillir Jacques Rosselin, le fondateur de Courrier International. Bonjour à tous, on va essayer de faire vite avant d'appeler les deux premiers. Alors, je voudrais juste faire un rappel. Effectivement, j'ai créé Courrier International il y a maintenant plus de 32 ans. Et Courrier International, je vais vous en dire juste un tout petit mot. C'est effectivement un média international qui couvre l'actualité internationale en traduisant les grands journaux de chaque pays, traduisant en français. Et je dois vous dire, à ma grande honte, qu'effectivement, à l'époque, on traduisait très peu de journaux africains. Et on reproduisait très peu de journaux africains, c'est-à-dire que je suis vraiment très honteux là-dessus. J'avais une connaissance très faible, et mes lecteurs de courrier à l'époque, et je pense toujours d'ailleurs, ont une connaissance assez limitée de l'Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi en une phrase. C'est qu'à l'époque, donc en 1990, pour aller chercher les journaux étrangers, j'allais les acheter dans un kiosque du boulevard Poissonnière. Et alors évidemment là, on était vraiment très limité dans le choix des médias internationaux, c'est-à-dire que c'était ceux qui arrivaient à Paris. On pouvait commencer à pouvoir y accéder en ligne, mais c'était vraiment le début. Et donc on allait, effectivement, on se faisait livrer par ce kiosquier, qui a fait fortune grâce à nous d'ailleurs, tous les journaux de tous les pays, et puis on dépouillait tout ça. Et parmi eux, il y avait évidemment beaucoup de journaux anglais, beaucoup de journaux anglo-saxons, beaucoup de journaux allemands, mais il y avait très peu de journaux africains, donc ils ont été très vite, effectivement, les enfants, je dirais, maltraités de courrier international. Aujourd'hui, évidemment, on n'a plus du tout cette excuse. C'est-à-dire que si j'avais à recréer Courrier International aujourd'hui, 32 ans après, il y a eu quand même 3 révolutions majeures sur l'information. La première, Internet. Nous, on est des enfants de... Courrier est un enfant d'Internet, c'était 1990. Ensuite, 15 ans après, les réseaux sociaux, le smartphone et la vidéo sur le net. Donc là, la triple irruption de tout ça a changé pour toujours l'information. Et là, depuis le novembre 2022, la mise à disposition pour tous de ChatGPT sur le net, pour le grand public, est un véritable choc dont les ondes vont se propager encore longtemps dans le paysage des médias. Et je parle sous le contrôle de spécialistes de la question dans la salle, notamment mon ami Benoît Raphaël, qui me fait le plaisir de venir ici et qui suit tout ça de très près. Alors, aujourd'hui, c'est intéressant de voir et d'imaginer ce que pourrait être un média international, et un média international africain d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec le data journalisme, avec le numérique, des centaines de médias en Afrique sont en train de se créer. Il y a, si vous fouillez un petit peu sur le net, vous allez voir,
des médias en Afrique qui font du data journalisme, qui sont en avance sur nous, qui sont en avance sur l'IA, c'est-à-dire que le fameux leapfrog, le saut de grenouille, comme on dit, l'Afrique est en train de passer par-dessus, peut-être, l'Europe, en matière d'innovation dans le domaine des médias. Et c'est une donnée importante à prendre en compte quand on parle de l'information sur les médias, aujourd'hui dans un forum Europe-Afrique. Alors, je vais appeler d'abord deux médias spécialisés, donc un média allemand, donc, de Christian Van Hiller, s'il veut venir nous rejoindre sur scène. Donc, Africa Table. Alors, je ne sais pas si on tiens, prends le micro, je ne sais pas si on appelle ça, si on prononce Africa Table ou Africa Table ou Africa Table ou... Comme tu veux. Ok, bon, voilà. Donc, et qui est une lettre spécialisée d'information sur l'Afrique. Il va nous en parler dans une minute. Et que je mettrai en face d'une autre lettre d'information, mais qui est un média d'information spécialisé, qui est Africa Press, de mon ami Alfred Mignot, qui doit être quelque part dans la salle. Ah, qui est là, voilà. Alfred Mignot, qui est très sensible à l'information internationale depuis longtemps, puisque ça a été le premier rédacteur en chef de Courrier International. C'est avec lui qu'on l'a créé, qu'on l'a inventé, et donc je lui rends hommage ce soir en l'invitant sur scène. Alors, c'est un forum Euro-Afrique, et donc il fallait qu'il y ait effectivement un tandem européen, et l'Europe, on a souvent dit que c'était un tandem franco-allemand. Alors, ça va bien au-delà, hein, on le sait, tu vas me contredire tout à l'heure. Christian, est-ce qu'il y a ce même engouement de l'économie allemande pour l'Afrique? Est-ce que tu sens chez tes abonnés et dans l'information que tu délivres un mouvement vers l'Afrique, des entreprises allemandes vers ce continent en plein essor? Les Allemands sont toujours un peu lents. Ils mettent du temps à se mettre en marche. Mais une fois qu'ils se mettent en marche, ça marche. Et maintenant, les entreprises allemandes commencent à découvrir l'Afrique. Il y a énormément d'investissements. Les investissements allemands en Afrique dépassent actuellement les investissements français en Afrique. On en voit beaucoup dans l'ingénierie, dans l'automobile. L'Allemagne est en train de créer vraiment une industrie automobile en Afrique, avec des sous-traitants et tout ça. Et puis aussi dans l'énergie. L'hydrogène vert, c'est un grand sujet en Allemagne. Il y a des grands projets en Mauritanie, en Namibie, maintenant au Kenya. Donc ça commence maintenant. Et est-ce que tu te considères, toi, comme un acteur de ce rapprochement euro-africain? Parce que c'est comme ça qu'on a appelé la table ronde. Est-ce que Africa Table participe, accélère le mouvement de ces entreprises allemandes vers l'Afrique? Notre premier rôle en tant que journaliste, et c'est notre seul rôle à mon avis, c'est de créer la transparence, c'est de donner l'information, de diffuser l'information. Or, les grands médias classiques font un travail très très bien en Allemagne. Il y a les grands journaux, le FAZ, le Spiegel, Süddeutsche, ils font un travail très très bien. Mais en fait, ils restent toujours dans le même discours sur l'Afrique. C'est l'Afrique qui a besoin de l'Europe, l'Afrique qui a besoin de l'aide au développement, l'Afrique dépendante, l'Afrique des conflits, l'Afrique de la faim, l'Afrique de la sécheresse, etc. Donc la presse allemande reste enfermée dans ce discours. Or, nous avons pensé que l'Afrique méritait un regard plus juste, plus détaillé, plus vrai en fait. Et c'est comme ça que nous avons créé Africa Table. Donc nous ne sommes plus du tout dans ce discours-là. Nous sommes très dans le détail. Donc nous décrivons vraiment ce qui se fait, et puis à des niveaux très microscopiques en fait. Donc on essaie de retracer ce qui se passe pour donner après à nos lecteurs une image complète de ce qui se passe. Et est-ce que tu penses que, et ça sera ma dernière question, est-ce que tu penses que un lecteur ici de Provence, par exemple, qui s'intéresse à l'Afrique, pourrait trouver des informations utiles dans ta lettre d'information, en les traduisant par exemple avec un logiciel comme DeepL? Est-ce qu'il pourrait trouver des informations intéressantes pour son business? Ah ben oui, j'en suis convaincu, parce que nous sommes vraiment sur l'information en détail. Donc
Oui, je pense que c'est ça. Donc, nous nous adressons aux lecteurs avertis, donc pas aux lecteurs qui s'intéressent occasionnellement à l'Afrique, mais vraiment à celui qui essaie de comprendre ce qui se passe. Très bien. Alors, Africa Press, est-ce que Alfred, grand connaisseur de la presse internationale, mais de la presse française également, puisqu'il a débarré dans la presse régionale, est-ce qu'il porte le même regard sévère sur, finalement, le traitement de l'Afrique par la presse nationale? Oui, c'est assez indigent. C'est pourquoi il faut créer de nouveaux journaux. Je ne parle pas de la Tribune Afrique, d'ailleurs. Sans m'en rendre compte, quand j'ai créé Africa Press, j'ai adopté le sous-titre de la Tribune, qui est « Partageons l'économie ». Et donc j'ai fait un média qui est un site internet, donc africapress.paris, plus les lettres d'info, qui a voulu s'intéresser seulement à l'économie, parce que l'économie peut rapprocher, la politique divise toujours, et la culture aussi rapproche, ça a été dit tout à l'heure. Donc surtout pas toucher à la politique. Or, il y a un pays qui s'appelle l'Afrique à Paris. C'est une vraie communauté. Il y a des gens célèbres en font partie. Lionel Zinsou a été cité tout à l'heure. Mais Didier Parakian également, il en fait partie, puisqu'il est binational, marseillais, parisien, en quelque sorte, etc. Ces gens-là se rencontrent. Il y a quelques jours, on était au Sénat avec la présidente Martine Lassalle. Il y avait des Marseillais, il y avait des Parisiens. Ils font communauté, mais ce n'est pas une communauté exclusive des autres, c'est une communauté intégratrice, puisqu'il peut y avoir, il y avait d'ailleurs la présidente de Je m'engage pour l'Afrique, des personnes qui se rencontrent sur des sujets économiques, dans les colloques par exemple. Il y a des gens de la diaspora, il y a des Africains de passage, il y a des Français gaulois, et tout ça, ça fait une communauté d'intérêts partagés. Donc les mots-clés de ce que peut être un journal promotionnel pour l'Afrique, avec l'Afrique, c'est le partage et la proximité et le médiateur. Mais je vais te laisser me poser une autre question. Mais le média de Christian s'adresse donc aux entreprises allemandes qui veulent se renseigner pour investir, pour aller de l'avant en Afrique et travailler avec les entreprises africaines. Ton média, Africa Press, à qui s'adresse-t-il et voilà, de quoi parle-t-il? Il a une fonction à la fois économique et sociale parce qu'on nous dit qu'il faut changer le regard sur l'Afrique. Et puis aller vers un partenariat plus égalitaire, plus partenarial justement, co-construire l'avenir. Il faut parler aux Africains et aux afro-descendants, c'est-à-dire les personnes de la diaspora. Et donc c'est le village en fait, on fait un village. Un petit mot sur la diaspora qui a été évoqué tout à l'heure comme un des acteurs importants de cette coopération. Est-ce qu'il existe en Allemagne et en France, peut-être tu pourras dire un mot, une diaspora africaine très active dans le rapprochement Euro-Afrique? Alors, le médiateur, ça veut dire justement rendre visibles des gens qui jusqu'ici sont peu visibles. Les entrepreneurs, particulièrement les jeunes de la diaspora, sont peu visibles globalement. Africapress.paris a une rubrique diaspora, dont on raconte les réussites des gens de la diaspora. On ne raconte jamais les échecs, parce que tout le monde en parle des échecs, on parle des réussites. Et ça fait exemple. Et ça fait que nous sommes média-acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un média-acteur, et pas seulement un observateur. Acteur parce que, comme la Tribune aussi d'ailleurs, nous produisons des événements où les gens se rencontrent. Voilà. Vous êtes là, nous sommes là. Et alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais les conférences des ambassadeurs africains de Paris. J'en suis la 9e, le 15 juin, ça sera la 9e édition. Et donc, j'ai 100, 200 personnes à chaque fois qui se rencontrent et après qui partagent un cocktail. C'est-à-dire que, pourquoi ils viennent? Pour la qualité des intervenants, pour l'intérêt des sujets, mais aussi pour partager à la fin, pour échanger les cartes de visite. Alors, quand un autre ami Christian, je l'adore, il fait très bien ce qu'il a à faire. Il fait parce qu'il y a 1 an et demi, je l'avais invité dans un webinaire, du temps où on ne pouvait pas se parler in vivo, et il avait dit, mais les Allemands, ils s'en moquent de l'Afrique. Et ça a changé très vite, n'est-ce pas? Alors un petit mot sur la diaspora, parce que si on veut justement participer à un cocktail de médiacteurs, après, il va falloir quand même qu'on accélère le mouvement. Donc la diaspora, elle joue le même rôle en Allemagne qu'en France, à ton avis?
il n'y a pratiquement pas de diaspora africaine en Allemagne. Ça tient au fait qu'on a une politique de porte fermée envers l'Afrique. Il est très difficile pour un Africain d'obtenir un visa pour entrer en Allemagne. Il n'est pas attrayant du tout de venir travailler en Allemagne parce qu'on déqualifie systématiquement les Africains. On ne reconnaît pas leur diplôme, on ne reconnaît pas leur expérience professionnelle. Et le ministre des Finances allemand, il était récemment à Accra, au Ghana. Il parlait devant des étudiants dans une salle de l'université, un peu comme ici. Il disait, alors, qui d'entre vous a envie de venir en Allemagne? Grand silence, personne ne bougeait. Il y avait peut-être 2-3 bras qui se levaient, c'était tout. Parce qu'il n'est pas intéressant pour un Africain de venir en Allemagne. On lui demande d'abord d'apprendre l'allemand. C'est une langue compliquée. Il y a des gens qui mettent plusieurs années à l'apprendre. Et seulement après, ils peuvent demander un visa ou un droit de séjour et tout ça. Donc, si on lui refuse cette entrée en Allemagne, eh bien, il a fait ses études allemandes pour rien. Donc, pour un Africain de l'Est, par exemple, il est beaucoup plus intéressant d'aller à Dubaï ou au Qatar ou dans des régions comme ça, où on reconnaît leur connaissance d'anglais. Donc là, on voit, et je vous remercie tous les deux, on voit l'importance de la diaspora dans le développement des rapports euro-africains. Ce problème de visa est d'ailleurs un problème qui a l'air de rien, mais qui est totalement clé. Si on veut accélérer la circulation d'informations entre l'Europe et l'Afrique, il y a intérêt à régler très vite ce problème des visas. Merci à tous les deux. Là, tout à l'heure, il y a eu quand même une sorte de pic là, sur finalement le rôle de la presse nationale et sa pertinence dans le domaine du traitement de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a dit, finalement, cette presse nationale, elle voit toujours les mêmes choses, c'est toujours négatif, c'est toujours la misère, c'est toujours les problèmes politiques, etc. Alors, quel regard tu portes là-dessus, Marie-France? Tu es d'accord avec cette sévère analyse? Alors, effectivement, merci pour cette question, Jacques, et bonsoir à tous. Donc, effectivement, pendant très longtemps, il y a eu des stéréotypes qui collaient au continent africain. Mais le continent africain, c'est quand même 54 ou 57, ça dépend des interprétations pays. Et donc, c'est autant de réalités différentes entre un pays comme le Gabon, qui compte à peu près 1 million d'habitants, et le Nigeria. C'est deux mondes complètement différents. Voilà, mais quand on est un média national, est-ce qu'on n'a pas tendance à finalement passer tout ça un petit peu superficiellement et mettre tout dans le même sac? Pas vraiment, pas vraiment. C'est vrai qu'en France, on est très focalisé sur les pays francophones. Et du coup, il y a des experts, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Maroc. On choisit quand même des dynamiques économiques assez riches dans ces pays-là. Donc, en fait, non, je dirais que quand même, c'est des experts qui partent. Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était un peu tout mélangé, mais aujourd'hui, non. Depuis une dizaine d'années, il y a une vraie spécialisation des journalistes sur les questions africaines. Alors, je vais te redonner la parole dans quelques minutes et je vais reposer la même question. Alors, cette presse nationale, est-ce qu'elle n'a pas tendance à toujours niveler tout ça et traiter les choses un peu superficiellement? Et je crois qu'il y a déjà un changement, puisque la presse nationale, en tout cas, Le Point est un support national, a créé un département qui s'appelle Le Point Afrique pour avoir un autre regard sur l'Afrique, pour parler de l'Afrique de manière totalement différente, parler de l'Afrique avec une sensibilité africaine. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de parler de la vraie Afrique, pas de parler d'une Afrique imaginée, une Afrique, je dirais, une Afrique qui existe quelque part, par des éléments qui sont négatifs, mais il n'y a pas que ça. Il y a une construction qui se fait au sein des sociétés africaines, au niveau politique, au niveau économique, et il est important pour nous qui venons d'Afrique, parce que moi je suis né en Afrique, j'ai fait mes études en Afrique, je suis venu en Europe pour faire mes études, et mon challenge aujourd'hui, c'est de parler d'une Afrique telle que je la ressens, d'une Afrique que je veux présenter à des jeunes Africains, et par ce biais, bien sûr, à des jeunes Européens. Donc on va dire, ces départements
Afrique de ces grandes marques de presse nationales, ce sont des médias qui vont s'adresser prioritairement aux Africains et non pas finalement aux Français ou aux entreprises françaises. Pas du tout. Nous sommes dans l'interface. Aujourd'hui, nous sommes présents dans un forum Europe-Afrique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend bien compte que, de toutes les façons, il y a une construction à faire avec le continent africain. Mais quand on se retourne et qu'on regarde même l'histoire de la construction européenne, l'Afrique était présente au moment de toutes les négociations de la mise en place de la communauté économique européenne, avec des accords comme l'accord de Yaoundé, par exemple, l'accord de Cotonou, l'accord de Lomé, etc., etc. Donc, nous, notre rôle, c'est non seulement de parler de l'Afrique qui bouge, de l'Afrique qui gagne, mais aussi décrypter, car je crois que cette notion de décryptage est très importante. L'Afrique, c'est une culture, mais une culture dans tous les domaines. Il y a une culture au sens propre du terme, mais il y a la culture d'entreprise. Comment ça se passe dans le cadre des partenariats? C'est important de le savoir, puisqu'il y a des entreprises françaises qui sont installées là-bas, puisque nous sommes en France. Il y a des partenariats qui se mettent en place. Donc c'est important, à travers les informations que nous donnons, d'expliquer de manière utile, dire des choses qui soient utiles. Parce que le problème aujourd'hui de la presse, de mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de bruitage. Le bruitage, c'est quoi? C'est expliquer tous les jours qu'il y a des morts dans un pays où il y a la guerre. Pour moi, ce n'est pas une information. C'est parler tout le temps de choses, écoutez les journaux d'information et vous vous rendrez compte que quelquefois, on peut vraiment se passer d'écouter. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de constructif. Or, l'Afrique est un continent qui se construit aujourd'hui. Et ici, à Marseille, je pense qu'à travers ce forum, on a certainement parfaitement compris, à travers toutes les déclarations que j'ai entendues, qu'il faut construire. La question maintenant, c'est comment? Comment construire? Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est de changer de paradigme par rapport à l'Afrique et construire différemment, aborder l'Afrique d'une manière différente, y compris au niveau de l'information. Et est-ce que dans un média national qui traite tous les sujets franco-français, on va dire, et traditionnellement c'est vrai que les médias nationaux sont peu internationaux, en tout cas en France, est-ce que finalement la partie Afrique n'est pas le parent pauvre réduit un peu à la portion congrue dans un coin et finalement un alibi pour des médias nationaux? Non, je ne crois pas, parce qu'il y a des intérêts quand même importants. Il y a une histoire importante entre, singulièrement la France et le continent africain. Nous, c'est un peu particulier à la Tribune Afrique parce qu'on est quand même une marque Afrique, une entité du groupe La Tribune, mais nos bureaux sont au Maroc et les journalistes sont des Africains. Donc, du coup, nous, on porte la parole, en fait, des Africains sur les sujets qui les concernent à travers différentes verticales, que sont la tech, le climat, la santé, tous ces sujets structurants. Et c'est un point commun, donc il semble que ce soit dans les médias français, il faut que finalement des journalistes africains viennent ou soient répartis sur le continent pour faire cette information africaine. Il faut que finalement cette information africaine vienne d'Africains. Non, je crois qu'il ne faut pas personnaliser les choses. Que ça vienne d'Africains qui ont une culture africaine, qui sont nés en Afrique, qui savent de quoi ils parlent, oui. Quand on est européen, qu'on a grandi en Afrique et qu'on comprend l'Afrique, on a le droit de parler de l'Afrique. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une vision transversale et surtout une vision des racines de l'Afrique, de son beat, si j'ose dire, de ce qui fait que l'Afrique vibre, les réalités africaines. Le continent africain est un continent qu'on a l'impression de connaître globalement parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Mais l'Afrique est beaucoup plus secrète que ça. Il faut l'aimer pour pouvoir en parler et pour pouvoir accéder à un certain nombre d'informations qui sont des informations économiques, bien sûr, mais des informations d'ordre social et culturel. Et ça, c'est important de mon point de vue dans le fonctionnement même des entreprises parce que c'est ça qui permet aussi de pouvoir gagner. Alors, juste un mot de conclusion sur finalement comment vous voyez, vous, les médias africains, c'est-à-dire qui sont sur place dans le continent africain. Est-ce que la révolution dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celle du numérique, celle de l'IA, celle de l'exploitation de données qui sont rendues publiques par certains gouvernements maintenant africains, est-ce que tout ça contribue à un essor de médias d'une nouvelle génération en Afrique? Est-ce que vous ressentez cela?
C'est une vaste question et répondre pour toute l'Afrique, c'est un peu difficile. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs différences entre déjà les médias publics et les médias privés. Ça dépend aussi des régions. Il y a les médias numériques et effectivement la presse papier qui se vend encore très bien en Afrique subsaharienne. Après, c'est vrai que parler de l'Afrique depuis Paris, c'est pas la même chose que de parler de l'Afrique depuis le continent. Je pense à un certain nombre de mes confrères qui subissent quand même des pressions assez énormes. Il ne faut pas oublier que quand même dans certains pays, être journaliste, c'est prendre des risques. Donc nous, on est là aussi pour relayer cette information, mais on ne fait pas forcément tout à fait le même métier. Alors moi, je dirais que les supports qui sont en Afrique, sur le plan, il faut séparer. Sur le plan technique, c'est comme tout le monde, il y a une quête de qualité technologique. Ça, de ce point de vue, je crois que c'est un peu partout la même chose. Maintenant, au niveau éditorial, au niveau du contenu. Au niveau du contenu, il y a beaucoup d'informations politiques. Donc, je pense que s'il y a certainement un effort à faire, une partie à développer, c'est l'information utile, économique, et aussi une information autour du culturel, qui, de mon point de vue, n'est pas assez poussée, si j'ose dire, alors que le continent africain aujourd'hui, quand on pense Afrique, la première chose à laquelle on pense, c'est culture. Cinéma, c'est danse, c'est théâtre, etc., etc. Je pense que là, il y a un gisement d'informations à mettre en avant qui éclairerait de manière heureuse, si j'ose dire, en tout cas intéressante, les sociétés africaines, en tout cas le regard qu'on pose sur les sociétés africaines. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette trop courte présentation du rôle des médias nationaux en France. Bon, alors, là j'ai voulu, en fait, bon, c'est vrai que c'est un tandem un peu improbable, parce qu'on a à la fois un journal panafricain et un journal régional. Je voulais d'abord, avant tout, vous poser une question, moi qui me taraude depuis que je prépare ce forum. C'est cette histoire de Méditerranée et d'Afrique. Est-ce que vous traitez ces sujets de manière séparée, différente, ou est-ce que vous pensez qu'il est impossible de traiter l'actualité, l'information économique africaine sans la Méditerranée ou à part de la Méditerranée? Est-ce que les deux logiques sont différentes et les logiques éditoriales aussi? Gaëlle. Merci tout d'abord de m'inviter. Donc, si je comprends bien, tu veux savoir si on a toujours un découpage Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Voilà. Est-ce qu'il fait toujours sens ou est-ce que, parce que là, j'ai entendu partout dire, mais oui, nous sommes Marseille, une ville méditerranéenne, et nous sommes une ville africaine, et nous sommes une ville européenne, et nous sommes une ville française, et nous sommes une ville provençale. Bon, donc je voulais, voilà, vous êtes une ville de toutes les couleurs, quoi. Mais est-ce que vous, à Jeune Afrique, justement, vous êtes dans Alors, c'est vrai, moi je me souviens quand je faisais mes études de relations internationales, on parlait du Maghreb, qui en fait veut dire le Maroc, et puis du Mashrek, le Proche-Orient, Moyen-Orient. C'est vrai que maintenant ça a évolué parce que le Maroc, si on discute avec les autorités officielles, il se considère comme un pays africain. Et d'ailleurs, le Maroc investit énormément dans l'Afrique subsaharienne, dans la sous-région. Je pense que c'est une des raisons de son grand succès aujourd'hui. On peut citer notamment la plateforme portuaire Tanger-Med, qui est devenue un point d'entrée gigantesque sur l'ensemble du continent. Donc, je pense que c'est un découpage un petit peu daté. Mais après, bien sûr, l'ADN de Jeune Afrique, c'est un groupe fondé par un Tunisien qui s'appelle Béchir Ben Yamed, qui a disparu en 2021 malheureusement, et qui a été fondé au départ à Tunis pour accompagner les mouvements de décolonisation, et ensuite qui a été interdit en Tunisie, qui a bougé d'abord à Rome et ensuite à Paris. Donc il s'est toujours adressé à l'ensemble du continent, parce que voilà, c'était un mouvement général de décolonisation qui n'adressait pas que l'Afrique du Nord, mais aussi évidemment les pays subsahariens. Donc je pense que voilà, il y a effectivement cette grille de lecture historique, mais maintenant on devient il y a l'Union africaine, maintenant il y a la ZLECAf qui arrive. On parle vraiment même s'il y a
des Afriques et des pays très différents, comme on le disait en début de ce forum. Je trouve que, voilà, en tout cas, nous, dans la rédaction, c'est vrai qu'il y a toujours MMO et ASS, hein, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne, mais il y a de plus en plus d'échanges et de relations entre ces zones. Alors, et du côté de la Provence, un journal régional donc, qui va s'attaquer aux problèmes africain qui va sûrement se développer dans ce secteur de l'Afrique, vous allez peut-être nous le dire. Alors, Méditerranée essentiellement, ou Afrique subsaharienne, ou tout en même temps, comment un journal régional peut finalement informer ses lecteurs sur l'économie et les acteurs de l'économie africaine? D'abord, je commencerai par vous rappeler que cette ville a été libérée par l'armée d'Afrique du général de Montsabert, donc déjà, ça donne un trait d'histoire, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, nous avons énormément de communautés dans cette ville, ce qui en fait une énorme richesse. On ne voit pas toujours ça comme ça, mais c'est une réalité. Ces communautés, elles parlent, elles créent, elles étudient. J'aurais dû m'être étudié avant et créé après. Elles tissent des partenariats, elles entretiennent des liens avec leur famille, elles parlent de leur vécu, de leur histoire. Ça part souvent de fabuleuses histoires qui sont pas toujours très, très belles dans l'origine, mais elles arrivent à grandir, à se construire, etc. Et donc ça finit par donner des entreprises, et si elles ne sont pas ici, elles sont ailleurs. Tout ça, ça nourrit. Après, je vais vous répondre très franchement, moi je ne me pose pas la question de savoir si c'est la Méditerranée, etc. Il y a un continent africain et des Afriques. Je veux dire qu'il y a des pays, et que pour n'importe quelle autre région qu'une entreprise veut aborder, il faut quand même se poser la question au minimum de savoir où est-ce qu'on met les pieds, quelles sont les cultures, quelles sont les manières d'être, comment il faut se comporter, quelles sont les règles. Ça, on le voit à l'Est, comme on le verra sans doute en Afrique. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on voit arriver aujourd'hui des investisseurs africains dans notre région. Et moi, personnellement, c'est ce qui me marque le plus. Donc il y a le poids de l'histoire. Et à côté, il y a des réalités avec des gens qui investissent, des entrepreneurs qui sont partout, on les voit arriver, et il faut travailler avec. Je crois qu'il y avait eu cette actualité d'un groupe africain en 2021 qui reprenait une entreprise emblématique. Oui, moi, j'ai été très frappé, comme beaucoup. Quand je dis très frappé, je me fais le porte-parole du groupe, de la reprise de ce qui est aujourd'hui Alteo Gardan par UMS, M. Fadi Vazni, si je n'écorche pas son nom. Cette entreprise, c'était le berceau de l'alumine. On considère que c'est l'un des berceaux de l'alumine. La bauxite tire son nom des gisements de bauxite donc qu'il y avait au bout de Provence. Donc cette entreprise a été reprise, c'était l'ancien Péchinet. Cette entreprise a été reprise plusieurs fois, elle a périclité. Ça, c'était dû au fait que la France ne souciait plus trop de son industrie, mais préférait le service. Cette entreprise périclite complètement, elle arrive à déposer son bilan, et là, surprise, on a un investisseur étranger, c'est de Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, pardon, qui se présente au tribunal de commerce de Marseille, fait une offre et va l'emporter. Je vous en parle d'autant plus volontiers que j'ai entendu à cette occasion des choses absolument extraordinaires. Ça allait de « mais qui est-il ? Qui sont-ils ? C'est quoi ce pays ? C'est qui ces gens ? Allez, je vais aller jusqu'au bout. Mais finalement, ils vont nous prendre chez nous, ils vont tout nous piquer et ils vont le ramener chez eux. » Ben non, il y a simplement un partage de compétences. Cette entreprise, aujourd'hui, elle bénéficie du plan France 2030. Elle est en train de résoudre un problème de pollution qu'on n'a jamais pu résoudre jusqu'à présent. Elle se lance en partenariat dans la construction, alors non pas ici, mais d'une entreprise de batteries, parce que les batteries, ça utilise de l'alumine de spécialité, donc ultra fine. Et voilà, c'est un très bel exemple. Moi, je le considère comme un tournant, parce que avec cet exemple-là, ici dans cette région, on a brutalement découvert, et dans le bon sens du terme, qu'il y avait ailleurs des gens qui étaient capables d'entreprendre, que ces gens, ils ne venaient pas des États-Unis, ils ne venaient pas de l'Europe du Nord, ils venaient d'Afrique. 2021 donc. 2021, oui. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur l'héritage multiculturel, Fadi Vazni, il est de souche libanaise, il est corse aussi, enfin je crois qu'il a vraiment toute sa place. Il a fait des études à Nice. Voilà, il a fait ses études à Nice et donc
il a travaillé au départ dans le secteur de la logistique auprès des miniers en Guinée-Conakry. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il s'est lancé lui-même dans l'exploitation de la bauxite, qui en Guinée affleure littéralement au sol et est assez facile d'exploitation. Mais on évoquait aussi tout à l'heure, voilà, ça c'était un super exemple d'investissement sud-nord. On a d'autres exemples. J'ai vu dans la liste de participants demain Ilyas Akbar Ali du groupe malgache Cypromad. Et M. Akbar Ali, c'est quelqu'un pareil qui, à la barre du tribunal il y a quelques années, a repris un fleuron français qui s'appelle Thomson CSF et qui fait tout ce qui est TNT, service à la TNT. Donc, ils ont décroché des contrats au Mali, je ne sais plus, à la Réunion de mémoire. Enfin, donc, on a vraiment maintenant des flux sud-nord. On parlait aussi d'Outsourcia, qui est une très belle barque marocaine qui arrive et qui s'installe en France. Donc, voilà, c'est une nouvelle tendance. Et puis, si vous me permettez juste un mot pour mon actionnaire, quand même. C'est ma CGM. Mais je veux dire, là aussi, l'origine, elle vient bien de l'Afrique. Regardez le résultat. Voilà. Bon, je vois que, alors effectivement, là, il y a un consensus entre ce média panafricain et le média régional sur cet intérêt pour les investissements sud vers le nord, que je connaissais très peu. C'est intéressant d'entendre parler sur le terrain quelqu'un de la région et puis quelqu'un qui voit ça de plus haut sur le continent africain. Ce propos, est-ce que un média de langue française comme Jeune Afrique n'aura pas tendance finalement à couper l'Afrique en deux dans son traitement de l'information et à ne privilégier que l'Afrique francophone? Alors, le Jeune Afrique Media Group, qui s'appelle maintenant le Africa Media Group, en fait, on a plusieurs publications. On a donc effectivement le magazine historique que tout le monde connaît, enfin, en tout cas qui est le plus connu, Jeune Afrique, qui était avant un hebdomadaire, qui est maintenant devenu un mensuel. Mais on a d'autres supports, notamment un support qui s'appelle The Africa Report, qui adresse la communauté anglophone africaine. Donc on n'est plus sur de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. On a aussi donc le média que je chapeaute qui s'appelle Africa Business Plus, qui paraît en français et en anglais. Donc il y a un quotidien d'affaires, pour le coup, qui s'apparente plus aux newsletters dont on parlait tout à l'heure, avec un focus B2B. Donc chez Jeune Afrique, on a vraiment cette volonté d'adresser la totalité du continent. Et j'ajouterai juste un dernier point. On a aussi une grosse activité event. On organise, je ne sais plus, la 6e, 7e édition de l'Africa CEO Forum dans un petit peu moins d'un mois à Abidjan. Et on réunit, je ne sais plus, 2000 CEO, donc PDG. Et je peux vous assurer qu'il y a tout le monde, les Zambiens, les Tanzaniens. On modère en anglais les panels. Et voilà, on a vraiment dépassé. Alfred, encore un médiacteur. Ouais. Donc voilà, actif sur l'événementiel, le terrain. Une dernière question à nos amis de la Provence. Alors, on a compris que c'était important pour la région. Tout le monde, les élus qui sont ici, l'ont confirmé. Alors, combien de pages par jour, désormais, dans la Provence, sur l'Afrique? Au moins une dizaine, mais là j'exagère. Bon, je crois qu'il y a des hauts responsables dans la salle qui vont bien prendre note de cet intérêt de vos lecteurs et des entreprises de la région pour l'Afrique. Je voudrais vous remercier l'ensemble des participants. Bonsoir, merci à Jacques pour l'éclairage sur les médias. Alors, on va s'intéresser maintenant à la partie industrie culturelle et créative. Et alors, on a switché avec le regard croisé que l'on regardera tout à l'heure, parce qu'on va accueillir la députée Sabrina Roubache-Agresti. Bonjour. Productrice, parce que c'est quand même aussi au titre de productrice de Gherkin Film que vous êtes ici. Bonjour. Absolument. Merci d'être avec nous. Salut. Avec vous, Erika Viqueux. Bonjour. On l'applaudit. Vous êtes la présidente de l'association qui regroupe les techniciens du cinéma du Sud-Est, entre autres. Et on va accueillir Grace Loubassou, qui représente Canal+, et qui est la directrice des relations institutionnelles et RSE. Bonjour, bonsoir. Plateau de femmes. Oui. Et nous, on est assises. On a compris le truc des tabourets.
Les talons de 12. Alors, on a souvent présenté Marseille comme le hub business vers l'Afrique. Bien sûr que ça en est un, mais c'est aussi peut-être une plaque tournant dans le bon sens du terme sur les industries culturelles et créatives. Le plan Marseille en grand remet cette filière au goût du jour. Je dis remet cette filière au goût du jour parce que c'est vrai qu'elle a été très forte. Elle s'est un peu délitée au fil des années, avec une grosse concurrence de la voisine occitane. Mais plus de 20 millions d'euros qui sont injectés par le plan Marseille en grand, sans compter encore l'enveloppe qui viendra avec France 2030. Alors Marseille, c'est le vrai hub sur les industries culturelles et créatives. Bonsoir à tous. C'est le vrai hub et ça l'a toujours été en réalité sur le pourtour méditerranéen. Juste pour présenter, donc Seconde Vague Production, c'est l'une de mes sociétés de production, donc je suis pas élue depuis très longtemps. Je vous garantis que la réalité dépasse de très très loin la fiction. Pour le coup. On a des ceci est un autre sujet. Mais ceci est un autre sujet, mais ça veut dire qu'on a encore beaucoup de films à faire. Donc non, en fait, Marseille, non, c'est pas délité. En fait, Marseille s'est construite. J'ai démarré il y a très longtemps, 96, 97, mes premiers pas sur un tournage. Et la réalité, c'est que l'arrivée de Plus belle la vie a permis, alors il y a eu deux choses qui ont permis à la ville de se structurer. La création en 2001 de la mission de cinéma. Erika, tu me dis, c'est ça, 2001. Donc la mission de cinéma, c'était quoi? Ça permet en fait aux producteurs de venir demander leurs autorisations de tournage, puisqu'on tourne sur la voie publique. Et l'autre chose, c'est l'arrivée de Plus belle la vie en 2004. Ça a complètement transformé en fait notre manière de produire, puisque les techniciens, on n'allait plus les chercher à Paris, mais en fait ils étaient formés ici. Et puis on a créé, grâce à ça, un vivier de plus de 600 techniciens. À la louche, c'est ça? À Marseille intramuros. Donc en fait non, Marseille c'est pas délité. Marseille a vu arriver Occitanie. La filière, pas la Marseille, mais la filière. La filière. Non, la filière ne s'est pas délitée. Elle est en train de s'est construite. Non, elle est concurrencée en fait. Elle s'est pas délitée. Elle a été challengée et on est toujours challengé par Occitanie parce que l'Occitanie a exactement les mêmes qualités que nous. Autant de lumière, donc à peu près 325 jours de lumière, c'est ça, de soleil par an. Une ville accessible, pas très chère, parce que venir tourner à Marseille, ça coûte quand même moins cher que de tourner à Paris. La directrice de production, qui est Erika, elle vous le dira. Et depuis le temps qu'elle fait de la direction de production, tu vois, on connaît parfaitement nos coûts de tournage. Et surtout, ils ont impulsé une vraie politique. Une politique vraiment pour nous challenger, puisqu'ils ont compris qu'on avait exactement les mêmes qualités. Donc, ils ont créé la même chose. Donc, Vendargue, 7, des séries télé comme celle de France 2, notamment. Et c'est ce qui a permis aussi à Occitanie d'émerger. Mais Marseille, quand je dis ne s'est pas délité, l'arrêt de Plus belle la vie ne permet, c'est pas un délitement, c'est une réorganisation. Quand un programme est moins regardé, forcément, ça emmène une chaîne de télé à se poser des questions au bout de 17 ans. Et la réalité avec le plan Marseille en grand, c'est que ça, on l'a vu évidemment arriver, mais pas que moi, Erika, tous les professionnels du secteur. Et le président de la République a dit, sur l'arc méditerranéen, en fait, c'est Montpellier-Marseille, mais surtout Marseille, qui doit avoir des structures, ce qu'on défend depuis, 25 ans, à peu près. En fait, on l'a rêvé, il l'a fait, puisque jeudi, normalement, à Cannes, seront annoncés les lauréats justement des appels à projets donc qui ont été portés par le CNC. Et les 20 millions dont vous parlez, c'est vraiment pour créer des structures de tournage qui permettent en réalité à Marseille d'accueillir des tournages de standards internationaux. Donc c'est ça le plan Marseille en grand du président de la République. D'ailleurs, le plan Marseille en grand sur les ICC le dit bien, c'est un plan à vocation européenne pour le pourtour méditerranéen. Donc ça correspond tout à fait à ce grand pourtour méditerranéen. Peut-être avant de revenir sur ce que peuvent permettre ce genre de grands plans, Grace Loubassou, vous êtes notamment occupé de Canal+ University, avec justement cette volonté de former, parce qu'on y reviendra pour Marseille. Derrière tout ce qui se passe, il y a aussi la volonté de former des talents, et Sabrina Roubache vient de le dire, de garder des viviers sur le territoire. La vocation de Canal+ University, c'était ça? Tout à fait, bonsoir à tous. Le groupe Canal+ est présent en Afrique de façon assez importante et produit
plus de 10 séries par an, donc 10 séries avec plusieurs épisodes. Vous pouvez imaginer qu'en termes de production, on a un rythme de compétition. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, pour des questions de coût, pour des questions aussi d'éthique et aussi de coordination dans les histoires, il fallait que les talents de toute la chaîne de valeur viennent du continent africain. On ne pouvait plus faire voyager des personnes depuis Paris pour justement finaliser une production. Donc on a mis en place ces labels de formation, notamment Canal+ University qui est le plus important et qui permet d'accompagner des talents, des personnes qui ont envie, qui sont passionnées par les métiers de l'audiovisuel. Donc ça va de la production à l'écriture, au maquillage, au métier de l'actorat, pour justement, à nos côtés, se perfectionner et ensuite continuer cela auprès de différentes chaînes ou d'autres maisons de production. Donc c'est vraiment des binômes de travail qui se mettent en place sur des tournages où on fait aussi beaucoup de flux, donc sur des émissions où il va avoir une personne qui a de la bouteille, comme on dirait dans le métier, et qui va accompagner sur plusieurs semaines une personne qui est un talent brut et qui veut justement se perfectionner. Et le but de cela, on a remarqué en 18 mois sur un tournage, on a pu avoir des personnes qui sont devenues, je dirais pas seniors, puisque c'est justement l'expérience qui apporte cela, mais qui sont devenues opérationnelles très rapidement, notamment sur les métiers de flux, où là, derrière la caméra, la personne qui a été accompagnée pendant des semaines est ensuite opérationnelle, seule, sur nos productions et sur nos émissions. Donc Canal+ University, c'était vraiment pour permettre au groupe Canal+ sur place d'avoir des richesses et des talents locaux qui veulent justement faire un développement de cette filière dans leur pays et y participer. Et en termes de coûts et en termes d'histoire racontée, on est beaucoup plus à l'aise et nos chiffres le montrent puisque nos séries aujourd'hui dans cette salle, peut-être que vous ne les connaîtrez pas si vous n'êtes pas sur le continent africain, mais ce sont des véritables succès parce que justement ce sont des séries africaines qui s'adressent aux personnes sur place et ce sont leurs histoires parce qu'elles sont racontées par des personnes du continent. Donc vraiment, ça a été quelque chose de game changer, si on pourrait dire. Éric Aviqueux, ce volet formation, ce volet mettre des jeunes vite opérationnels pour pouvoir alimenter un besoin, c'est souhaitable ici, c'est déjà le cas, c'est accéléré, ça va s'accélérer grâce au plan Marseille en Grand. C'est déjà le cas parce qu'on a sur les tournages toujours des stagiaires venant des écoles diverses et variées. Et il n'y a pas mieux qu'un stage, enfin même des stages longue durée parce que quand on sort de l'école, on est souvent, on a appris les bases, mais on est un peu largué. Il n'y a que sur le terrain qu'on apprend. C'est vrai pour beaucoup de métiers. Et qu'on comprend aussi ce que c'est le métier, que c'est dur, c'est beaucoup de travail. Il n'y a que en faisant qu'on apprend. Et la formation, effectivement, est très très importante. Augmente, actuellement aussi à Marseille. Il y a des écoles qui sont arrivées. Il y a les écoles historiques déjà. On a une université, on a un BTS et on a plusieurs écoles, les AIS, la Cinéfabrique maintenant, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de Cinéfabrique ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Cinéfabrique ? Le Cinéfabrique forme peu de techniciens et je crois savoir faire plus des réalisateurs. Sabrina. C'est plus sur les métiers images, donc plutôt l'actorat, la réalisation. On en a besoin aussi. Mais bien sûr, fondamental. Les réalisateurs, oui, c'est plus sur le côté artistique que sur le côté industrie et technique. Absolument. Peut-être sur l'aide des jeunes, orienter des jeunes vers des filières. Il y a ceux qui y viennent naturellement, puis il y a ceux pour qui c'est une porte d'entrée, un métier qui fait rêver. C'est vrai que l'image fait rêver généralement. Quand Grace Loubassou, vous nous dites que des séries ont du succès, on dit que ça peut avoir un côté aussi, ce sont des histoires de chez eux, donc il y a un côté peut-être identification. Ça aide à amener des jeunes qui ne savent peut-être pas vers quel métier se tourner, aller vers les métiers de l'image.
Bien sûr, nous, quand on fait des appels à candidature sur on va passer par les médias les plus utilisés en Afrique francophone, qui sont Facebook, par exemple. On ne va pas utiliser du jargon dans un appel à candidature. On va dire, vous aimez raconter des histoires, vous avez une belle plume, vous avez des choses à dire et vous savez où les raconter. Enfin, on va essayer d'avoir un langage assez large, sans forcément dire, vous êtes un réalisateur, vous êtes un script doctor, parce que les gens ne comprennent pas, et c'est pas ça qu'on veut. On veut des talents bruts, des gens qui commencent. Et donc, on pense que c'est une réelle porte d'entrée pour raconter des histoires aussi difficiles. Des histoires, mais ça c'est partout dans le monde entier, c'est pas une spécificité africaine. À partir du moment où on a envie de raconter des histoires traumatiques ou compliquées, le cinéma est une des portes d'entrée les plus reconnues. Et c'est vrai que sur le continent, on reçoit des scripts qui sont bien sûr à retravailler. Et c'est là que la formation arrive, et c'est là qu'il y a un accompagnement d'un professionnel qui va pouvoir dire ça c'est acceptable, ça un peu moins, ça on comprend pas, etc., etc. Et donc on pense que c'est une véritable porte d'entrée à des métiers auxquels les personnes n'auraient pas forcément pensé. Sabrina Roubache, Éric Abiguet, on s'y attend aussi avec le plan Marseille en Grande, d'amener les jeunes Marseillais, les jeunes de la région, à aller vers ces métiers-là. C'est la vocation, mais comme on disait avec Erika, attention, le cinéma n'a pas attendu le plan Marseille en Grand non plus. Hein. Marseille, justement, s'est développé tellement. La série Marseille a beaucoup changé. L'arrivée de Netflix, par exemple, à Marseille, a réellement transformé. Il y a un avant-après ? Oui, il y a un avant et un après, clairement. Clairement, mais justement, le besoin de studio, on l'a vu là. J'étais directrice de production, pardon, productrice et exécutive sur la série Marseille. Donc vraiment, j'ai géré le tournage sur Marseille. Oui, il y a un avant et un après, parce que je vous parlais de soft power, c'est que le retentissement international a fait que il y a eu un appel, donc vraiment un appel vers Marseille, et le tout, c'est de gérer le nombre de tournages. Il ne faut pas oublier qu'un tournage, ça dérange. Vous bloquez les rues. Elle le sait, avec Erika, on a tourné notre dernier film ensemble en 2021 pendant le confinement, mais même pendant le confinement, on a dérangé tout le monde, parce que vous bloquez des rues, encore une fois, vous prenez quand même beaucoup de place, vous mettez des camions, il y a de la régie, il y a de la ventouse, enfin c'est compliqué. Donc l'arrivée de structures pour tourner, justement, pour qu'il y ait le moins de dérangement pour les habitants, c'est quand même le but. Et regardez, de toute façon, les Américains ne nous ont pas attendus. Ils ont fait ça dans leur studio dans les années 40. Donc, le plan Marseille en Grand, en fait, est venu vraiment répondre à un besoin, parce que Marseille a réellement explosé en termes de demande de tournage, sans pouvoir forcément, pas le service de la mairie, pas le service de la ville au niveau des autorisations de tournage, mais vraiment sur la place. On ne peut pas mettre, un tournage, ça prend de la place. Donc oui, le plan Marseille en Grand a changé ça, et surtout, Marseille, porte de la Méditerranée, je veux dire, c'est pas une nouveauté. À l'international, quand les Américains arrivent, ils disent pas je veux aller tourner à Montpellier, ils disent je veux venir probablement pour de mauvaises raisons, parce que la première chose qu'ils nous ont dite avec Pascal Breton, c'était French Connection. Je dis, oui, mais pas que. Oui, si vous voulez, mais on a d'autres choses à raconter. Donc c'est la notoriété compte beaucoup, et puis l'image à l'international, on n'a pas encore trouvé mieux en termes d'attractivité, en termes de rayonnement pour un territoire que les industries créatives, pour moi. Peut-être, Gressou Bassou, il y a eu aussi cette signature avec l'AFD il y a quelques mois. Oui, Quel totalement. est l'objectif ? Oui, alors justement, la formation, ça a un coût. On s'est rendu compte qu'on formait des personnes qui allaient travailler avec d'autres médias, avec d'autres productions, et c'était le but. De toute façon, quand on ferme des milliers de personnes, il est impossible pour Canal+ ou pour quelques autres médias ou boîtes de production de garder ces personnes-là. Il n'y a pas d'intérêt. Et donc on s'est dit, si on a cette position de formation sur le terrain, qui justement casse un peu les codes. On n'est pas une école, on n'est pas une boîte de production en tant que telle, on est un peu hybride. Eh bien, on peut se positionner comme tel, mais on a besoin de renfort. Et ce renfort, il était surtout financier. Et donc, nous avons fait une demande à l'AFD qui a vraiment mis les bouchées doubles dans les industries culturelles et créatives. Donc, on a toqué à leur porte en disant, on a un super projet de formation qui va accélérer le développement des talents sur plus de 25 pays africains. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? On s'occupe de la partie opérationnelle. Et donc, c'est un projet qu'on a mené pendant à peu près 18 mois. Ceux qui ont travaillé avec l'AFD savent à quel point ça peut être robuste.
mais on l'a fait. Et cette enveloppe permet aujourd'hui de financer des formations, donc ces binômes, ces trinômes, ces moments où on envoie des cohortes de personnes sur des tournages, donc de financer en fait tous les coûts qui sont attribués, parce qu'on sait qu'une fois que les personnes formées, et c'est tout ce qu'on leur souhaite de toute façon, qu'elles puissent aller travailler ailleurs, qu'elles puissent aller démontrer ce qu'elles ont appris par nos soins dans d'autres maisons de production ou sur d'autres médias. Et étant donné que l'AFD avait un intérêt aussi sur cette partie francophone des pays africains, elle n'a pas hésité à nous accompagner et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir un label fort et efficace. Là, vous êtes en charge de la... Oui, Erika. Non, c'était un peu le cas de Marseille dans les années 90. Il y avait une dizaine de techniciens. Et à force, bon, ben voilà, il y en a une. Enfin, les gens considéraient qu'on ne trouvait pas de techniciens dans le sud de la France. Enfin, bon, on était déjà, voilà, c'était. Et je pense qu'en Afrique, c'est exactement la même chose. Et petit à petit, effectivement, on a prouvé que il y a des techniciens performants. Il y a bien sûr la formation sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est une filière vraiment d'excellence et les techniciens de Marseille, enfin du Sud, s'exportent ailleurs, enfin, vont travailler à Paris, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et à RTS ou en Occitanie, aussi, on et dans d'autres régions, et aussi en Afrique, oui, aussi en Afrique. Et effectivement, et nous, notre association est là pour promouvoir justement les techniciens du territoire et prouver leur excellence, et ce qui n'est plus presque, enfin aujourd'hui ça n'est plus à prouver, ça n'est plus un sujet. Alors on a compris, il y a des ressemblances entre les deux continents, entre l'Europe et l'Afrique. Absolument. Est-ce que maintenant la question c'est quelle coopération, quelle place peut avoir Marseille comme hub, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'Afrique, et inversement qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à Marseille et à l'Europe en termes d'industrie culturelle et créative? À moi par exemple. Non, je disais, j'ai vécu quelques années à Casablanca. Déjà, le fait qu'à Marseille, je crois qu'on parle à peu près 77 dialectes différents. Tout à fait, oui. Donc, on est quand même acculturé aux langues étrangères en général. Quand on parle arabe couramment, c'est plutôt un atout quand on veut aller s'installer dans un pays du pourtour méditerranéen. Les fondamentaux, alors pour travailler sur un tournage, il faut être, on se le disait avec Erika, on avait fait une espèce de fiche de poste, il faut être dégourdi, il ne faut pas avoir peur d'arriver à 4 heures du matin, d'être le dernier à partir à 2 heures, donc tu dors 2 heures. C'est dur, un tournage, c'est très physique, ça a l'air très sexy, mais en fait c'est très très contraignant et très très fatigant. Vous êtes au service donc d'un réalisateur, d'une œuvre. Donc avec toute la complexité de l'ego, de tout ce qu'il faut gérer, de gestion humaine. Ça, c'est le travail d'Erika, de directrice de production. Mais aussi, ça permet de donner très vite sa chance. On n'a pas besoin d'avoir fait un bac+12 pour faire du cinéma. En revanche, on a besoin de savoir lire une feuille de service. Donc savoir lire, écrire, compter, ça reste quand même le fondamental. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai passé mon temps à dire, et je continue à dire à ceux qui rêvent de cinéma. Allez quand même à l'école, formez-vous. Et quel que soit le milieu social, ayez la base. Parce que s'ils n'ont pas la base, par contre, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que s'ils ne savent pas lire un scénario, ils ne peuvent pas s'en sortir. Si on ne comprend pas le film qu'on fait, on ne peut pas arriver sur un plateau et dire on fait un film. Et même si on porte des câbles, même si on est électro, si on est machinot, si on est régisseur, on doit être imprégné quand même de l'œuvre. Ou sinon, un technicien n'est pas juste un technicien qui arrive comme ça et qui fait ça comme il le fera ailleurs. Non, il fait partie d'une famille. Un tournage, c'est une famille. Vous allez vivre des semaines et des semaines ensemble. Donc, c'est très, c'est un métier très humain, mais où la culture c'est un métier de culture. On n'oublie jamais industrie culturelle, voilà. Donc, mais culturelle en premier. Effectivement. Erika, puis après... Qu'est-ce qu'on peut... Alors, quelles sont les idées? Moi, j'en ai quelques-unes, mais un peu je parle un peu dans le vide, quelque part. Quels peuvent être les échanges, surtout, avec le continent africain? Je pense, par exemple, à une sorte d'échange, de s'inspirer, pourquoi pas, de notre association, qui regroupe tous les techniciens de tous les métiers. Donc, elle est interprofessionnelle. Et je sais que des petits noyaux, qui à RTS en 2002 représentaient une dizaine de personnes, donc ça ne fait pas beaucoup. Aujourd'hui, on est plus de 800 sur tous les territoires, pas seulement à Marseille, c'est-à-dire ça va de Marseille à Nice jusqu'aux Hautes-Alpes.
Et on peut s'en inspirer parce que c'est de l'entraide, c'est de la mise en réseau. On a aussi un projet de compagnonnage, même à l'intérieur de l'association, c'est-à-dire des primo-entrants qui ne savent pas, qui ont besoin d'aide, ne serait-ce que d'une oreille et de conseils. Donc moi je pense surtout à ça. Enfin voilà, c'est une première idée comme ça, mais il y a beaucoup de choses à développer. Enfin je pense. Oui. Alors moi, pour conclure peut-être sur justement une fois que les contenus sont disponibles, on remarque sur le continent africain qu'il y a un besoin peut-être au niveau de l'exportation, de la distribution. Il faut qu'aujourd'hui, tout le monde dans la société, notamment les sociétés africaines, comprennent que c'est une économie et un business. Pour cela, il faut que les contenus puissent être exportés. Pour qu'ils soient exportés, il faut qu'ils soient marketés. Et donc toute cette ingénierie du marketing, de la distribution des contenus, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore dans les différents pays où nous opérons. Et ce serait vraiment un plus d'avoir un échange sur ce côté-là. Il y a aujourd'hui à Cannes 2 pavillons, je ne vais pas les mentionner, mais qui sont spécifiquement dédiés au continent africain. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de la distribution des contenus. Puisqu'ils existent, les histoires sont belles, il n'y a plus qu'à les exporter ailleurs. Merci pour ce joli mot de la fin. On sent qu'il y a beaucoup d'opportunités. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'être là moi aussi. Je suis ravi pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai tourné mon premier film dans cette ville, à Marseille, donc avec Rush Dizem, Alain Bachung, Angela Molina. Et donc, elle a une place particulière dans mon cœur. Et puis, je suis aussi ravi parce que, parallèlement à mon métier de réalisateur, je dirige depuis une dizaine d'années une école de cinéma à Paris. Mais on a de nombreux techniciens, réalisateurs, béninois, marocains, burkinabés, sénégalais, se sont formés dans cette école. Et donc on entretient depuis toujours un lien particulier avec l'Afrique, d'où mon bonheur et mon plaisir d'être là ce soir à ce forum et à cette union entre les deux continents. Alors je vais appeler, sans plus tarder, puisque le temps nous est compté, nos invités. Je voudrais d'abord appeler Ramatou Keïta. Merci d'applaudir. Et Bruno Sbadja, producteur, réalisatrice. Et je vais, asseyez-vous, hein, je pense que vous avez le droit. Je voudrais juste en quelques mots, pour parler de ce pont que peut être ou qu'est le cinéma entre l'Afrique et l'Europe, je voudrais juste vous présenter mes intervenants de manière à ce que vous sachiez à qui vous vous adressez. Ramatou, vous avez fait des études de philosophie et de linguistique à Paris. Vous avez commencé une carrière de journaliste dans la presse écrite sur France Inter, et puis ensuite à la télévision comme chroniqueuse, présentatrice de journaux télévisés, animatrice et reporter, notamment le magazine d'information de France 2 qu'on connaît tous, L'Assiette anglaise, avec Bernard Rapp. Vous êtes réalisatrice de plusieurs documentaires, et en 2003, vous tournez un film qui s'appelle Alessi, une actrice africaine, un long-métrage documentaire, premier film nigérien en sélection officielle à la fois à la Berlinale et au Festival de Cannes en 2005. Bravo, c'est assez rare. Un film qui raconte l'épopée des pionniers du cinéma nigérien, Mustapha Alassane, Maman Bakabe, Oumarou Ganda, Zalika Souley. Le Niger, qui fut par ailleurs, en dehors de l'Égypte, le premier pays à créer une industrie du cinéma sur le continent africain. Donc vous allez nous parler de tout ça. Et par ailleurs, vous avez réalisé un long-métrage de fiction qui s'appelle The Wedding Ring, l'Alliance d'Or, en 2016, qui raconte le retour au pays de Tiga, qui est joué par votre propre fille, réalisatrice et actrice, Magagia Silberfeld. L'histoire d'une jeune femme qui retourne dans le sultanat de Zinder après avoir fini ses études en France. Le film a été sélectionné au Festival de Toronto, Rotterdam, San Francisco, Palm Springs, Buenos Aires,
plusieurs fois primé à Zanzibar, Johannesburg, au FESPACO, au Burkina, justement, au Burkina Faso, à Kazan. Il est également le premier film nigérien à être retenu pour la compétition aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Et vous êtes, Ramatou, la première réalisatrice nigérienne. Bravo. Merci. À vos côtés, pardon. Juste une petite Je vous en prie. rectification. Je suis la première réalisatrice nigérienne à réaliser de la fiction et du long métrage. Mais avant moi, en court métrage, il y a eu Mariam Keita, qui est une cousine à moi, qui a fait un court métrage documentaire, et Mariam Hima, qui est ma sœur de cœur, qui a fait aussi un court métrage documentaire. Très bien. À vos côtés, Bruno Smadja. Bruno, tu as étudié à l'EDHEC Business School. Tu travailles dans l'événementiel, le sponsoring, le partenariat, notamment pour MCM, la chaîne musicale leader en France, enfin une des chaînes musicales leader en France. Tu crées les premières rencontres professionnelles entre le mouvement sportif et les acteurs du numérique en France. Tu crées le premier marché de contenu dédié aux nouvelles écritures audiovisuelles, transmédia, VR en 2010, le Cross Video Days. Tu es coproducteur de plusieurs courts-métrages, dont dernièrement Makassar is a City for Football Fans en 2021 et Ulix en 2022. Et tu es par ailleurs connu du grand public, on va dire, pour avoir créé il y a 18 ans le Mobile Film Festival, dont on vient de voir un des films juste avant, et tu pourras en parler après bien entendu, qui a permis de révéler toute une série de nouveaux talents aux quatre coins du monde. Et il y a 2 ans, tu as créé l'édition africaine, le Mobile Film Festival Africa, qui est réservé exclusivement aux cinéastes du continent africain, selon toujours le même principe, un mobile, 1 minute, un film. Alors peut-être, puisqu'on vient de voir ce film, on peut commencer par là. Peux-tu nous dire quelle est cette, nous en dire un peu plus sur le Mobile Film Festival Africa et en quoi je pense que c'est effectivement un pont entre nos 2 continents. Avec grand plaisir. Déjà, je suis très heureux. Merci à la Tribune qui nous fait l'amitié. Aujourd'hui, vous en verrez 2, mais demain, vous en verrez plus de ces films qui vont être voilà, des interstices, des petites virgules entre les débats. Donc, merci à eux. L'idée de ce festival, depuis le départ, c'est celle d'utiliser la technologie la plus démocratique, la plus égalitaire que chacun d'entre nous a dans sa poche, un smartphone, qui sont aujourd'hui des caméras de qualité professionnelle, et d'inviter des jeunes réalisatrices, des jeunes réalisateurs, à la fois du monde entier, pour cette édition uniquement du continent, à nous proposer des films. On a tous un téléphone, mais on n'est pas tous des réalisateurs, donc on est obligé de rajouter une contrainte créative, et c'est pour ça qu'on a fait 1 minute. 1 minute parce que c'est un exercice, tous les scénaristes vous le diront, très compliqué à faire, d'être capable de raconter une histoire en 1 minute. Là, on a vu un film ivoirien que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment un bon coup de poing, un film engagé qui parle de la situation des femmes, ou plutôt de l'oppression exprimée par les hommes, et qui le fait avec beaucoup de talent. Sur cette édition, rapidement, on a reçu 900 films de 40 pays du continent. On en a sélectionné 54, ils sont tous en ligne depuis quelques jours. Et cette édition s'organise dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture, un événement qui a été fondé par CGLU, cette belle organisation internationale qui rassemble 40 000 communes et qui a voulu créer cette première capitale africaine de la culture. On en est un des événements. Et donc le 8 juin, on remettra des prix au travers de bourses, 46 000 $ en tout. Et ces bourses, elles auront pour vocation d'accompagner les lauréats pour produire des courts-métrages, là de 15-20 minutes, professionnels, qui partiront sur des festivals. Et on a le plaisir d'avoir eu en 2022 un de nos premiers gagnants qui était qualifié aux Oscars, un jeune Italien. Et tu en parlais, Makassar is a City for Football Fans, un Indonésien qui a réalisé un film sur les questions LGBT, qu'il touche beaucoup, et qui a gagné Sundance Asie, qui est un grand festival, et qui fait le tour depuis avec son festival. Voilà un peu pour présenter. Et là, vous avez quelques autres films qui vont tourner, mais sans le son.
Et alors, Ramatou, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez, puisque ce film dont on a parlé, Alessi, est déjà un récit sur la naissance d'un cinéma et aussi sur les problèmes qu'il rencontre ensuite. Est-ce que le cinéma est aujourd'hui vraiment un pont entre l'Europe et l'Afrique, ou quelles sont les difficultés qu'il rencontre, et en vous inspirant de ce qui est l'histoire du cinéma de votre pays, qui a connu des hauts et des bas, je crois. Oui, qui a connu des hauts et des bas, qui a connu surtout des bas. Mais moi, je voudrais remercier aussi la tribune pour nous donner l'occasion ici de nous exprimer. Et par rapport à un pont, c'est difficile à dire. Parce que moi, je dis toujours, moi, je suis celle qui suis venue au monde pour raconter la beauté de l'Afrique, la puissance de l'Afrique. Et l'art, la beauté de l'art africain, voilà, et sa grandeur, voilà. Et ça, c'est un problème en Occident, parce que tous ont parlé de clichés ici, hein, les journalistes, voilà, mais c'est les mêmes clichés. C'est les mêmes clichés qu'on rencontre partout. L'Occident veut nous enfermer dans des clichés, nous voir misérables, à faire des guerres, que d'ailleurs, en général, ils sont à l'origine. À l'origine de ces guerres. Alors, je ne dis pas que la misère n'existe pas, mais en Europe aussi, il y a la misère. Je ne dis pas qu'on n'a pas de guerre, mais en Europe aussi, il y a des guerres. D'ailleurs, regardez, là. Voilà. Mais il y a autre chose à raconter. On vit autre chose. Quand on parle des femmes, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes d'exploitation des femmes. Mais il y a des peuples qui n'ont pas ça. Il y a des nations qui n'ont pas ça. Vous savez, nous, on est des matriarcats au départ. Nous, on est musulmans, enfin au Sahel, parce que les autres veulent dire Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Même l'Afrique subsaharienne. Moi, je suis du Sahara. Vous dites subsaharien, je ne suis pas dedans. Vous êtes nord du Sahara, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait? L'Occident passe son temps... L'Occident passe son temps à diviser l'Afrique en 1000 morceaux. On ne sait pas, enfin, on ne sait pas pourquoi. On a compris pourquoi. Bref, qu'est-ce que je disais déjà par rapport oui, on est des matriarcats. Nous, on est musulmans depuis à peu près 1000 ans, dans le Sahel, en tout cas au Niger. C'est l'islam qui vient nous prendre notre pouvoir, parce que c'est un patriarcat. Et l'Occident qui vient l'achever avec le christianisme parce que c'est des patriarcats. Et vous savez que c'est la colonisation occidentale qui a empêché aux filles d'aller dans les écoles occidentales. Et maintenant que les hommes, nos hommes, ont vu le confort qu'il y a de pas que les filles aillent à l'école, les Occidentaux disent « Oh, regardez ces barbares qui refusent que les filles aillent à l'école. » Mais c'est l'Occident qui a dit que les filles ne vont pas à l'école. Et c'est l'Occident qui a pris le pouvoir aux femmes. Moi, j'ai connu des grands-mères de copines qui étaient reines et que l'Occident a dit « Une femme ne peut pas régner. » La colonisation a dit « Une femme ne peut pas régner. » Ils les ont sortis du trône pour mettre leurs frères. Et comment j'ai su? C'est parce qu'un jour, dans une grande concession, un palais, il y avait ça partait, ça revenait et tout. J'étais petite. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit non, mais parce que comme les Blancs ont donné le pouvoir aux hommes, ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir, donc ils viennent demander conseil à la reine. Voilà. Et qui va raconter ça? Mais il faut bien qu'on le raconte, ça. Et voilà, moi, c'est des choses comme ça que je veux raconter. Et puis chacun son univers. Et pourquoi on veut nous empêcher notre univers, cet univers qui est positif, qui disait tout à l'heure que le président Macron disait que c'est le continent de l'optimisme, que c'est le continent de l'espoir. Ben, qui va raconter cet optimisme, cet espoir? Quand vous voyez nos films, on est déprimés. Les films que l'Occident finance pour donner une vision de nous, mais on est déprimés. Enfin, on a besoin d'oxygène, quoi. Et Ramatou, quelle est la solution pour inverser cette tendance? Pardon. Mais je voudrais juste terminer. Mais l'histoire retiendra que l'Occident, et la France en particulier, est responsable de cette image de nous qui tourne dans le monde entier. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution pour sortir de là, si jamais vous voulez un pont. Parce qu'on a dit aussi, enfin,
je crois que c'est le vice-président qui avait dit qu'il se rend de plus en plus compte que l'Europe a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique de l'Europe. Mais nous, on l'a toujours su. Nous, on l'a toujours su. C'est bien que vous le sachiez. Et qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait ou vers quoi on doit aller pour inverser la tendance? C'est vrai que, par exemple, ces dernières années, un certain nombre de réalisatrices franco-algériennes, franco-sénégalaises, je pense à Mounia Medour, je pense à Mati Diop, à Alice Diop, ont été primées à Cannes, leurs films ont été reconnus, mais on a l'impression que ça marche toujours dans un sens et que justement le cinéma d'Afrique n'arrive pas jusqu'à nous, ou est mal distribué, mal sorti, et peut-être même, j'ai envie de dire, dans les pays où il a été produit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, bon, il y a toujours cette fissure entre nous. Nous, les films, en général, qui sont financés en Occident, qui sont distribués en Occident, ne nous représentent pas, malheureusement. Donc il manque un système de financement. Ne nous représentent pas, et en plus, en général, ces films-là, quand ça sort dans les salles, ne marchent pas. Alors quand un film africain ne marche pas en France ou ailleurs en Europe, on dit, ah, vous voyez, le cinéma africain, les gens n'aiment pas, les Blancs n'aiment pas aller voir les films africains. Mais quand c'est un film français qui ne marche pas, on dit qu'il est mauvais. C'est pour ça qu'il ne marche pas. Mais nous, quand le film est mauvais, on ne dit pas. On dit c'est parce que c'est africain. Mais distribuez des bons films africains, vous allez voir s'ils ne vont pas marcher. Et c'est ça, donc trouver un système de partenariat pour distribuer des films qui nous représentent. Moi, j'ai vu des chefs-d'œuvre en Afrique qui n'ont jamais été distribués, même pris dans des festivals en France. Et quand je leur dis, mais vous avez envoyé à tel pays, 18, on a envoyé partout. Bon, mais il faut bien que l'Occident accepte, d'ailleurs, il va être obligé de l'accepter, qu'on raconte nos histoires de nos points de vue et qu'on sort de ce misérabilisme dans lequel le cinéma, dans lequel ces films qui sont financés n'arrêtent pas de nous mettre. Mon dernier film, par exemple, et puis on a besoin aussi de conseils juridiques. Ils savent très bien qu'on n'a pas les moyens de payer des avocats ici. Moi, mon dernier film, qui était celui qui était en compétition pour les Oscars, c'est un film qui a été 100% financé par des États africains. J'ai été rejetée de tous les guichets d'Europe. Puis à un moment, je me suis dit, il doit vraiment être mauvais mon scénario. Parce que je l'aime bien, mais bon, je peux avoir un peu d'humilité quand même. Et dire, bon, peut-être son scénario est mauvais. Quand des amis m'appellent d'Alger en me disant que pour le PANAF, c'était le PANAF, le Festival panafricain des arts et de la culture qui s'est tenu à Alger en 2009, en me disant que le président Bouteflika, c'est pour ça que je l'ai toujours soutenu, j'ai toujours défendu, on a dit que le président Bouteflika avait décidé de montrer à l'Afrique que notre image, elle est importante et qu'il voulait cofinancer 4 longs métrages de fiction, 4 longs métrages documentaires et 4 courts métrages fiction. On m'appelle pour me dire, est-ce que tu as un scénario? Je ressors mon scénario de la corbeille, je l'envoie en Algérie, on arrive pour le festival, chacun débrief et tout. Enfin, moi, je me retrouve avec mon scénario retenu dans cette compétition à l'unanimité du jury. De 0 à 100%, ça fait beaucoup. Ce serait à la majorité encore, à l'unanimité. Et là, je dis, il y a un problème quand même. Peut-être je raconte, mais les histoires que je raconte, d'ailleurs, c'est ça, que l'Afrique comprend, mais l'Occident ne comprend pas. Et ça se passe, et cette histoire, c'est une histoire d'amour d'abord, en Occident, mais les producteurs en France, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais comment tu vas faire une histoire d'amour en Afrique, vous ne vous embrassez même pas. Voilà. Bruno, tu veux... Pardon. Et je dis, mais tout le monde n'est pas obligé de s'asseoir sur un banc public devant la Tour Eiffel, de se rouler une pelle pour dire je t'aime, mais je veux vous raconter, nous aussi, comment on s'aime sans s'embrasser, quoi. Donc voilà des choses. Ça. Donc, et ça se passe dans une ville antique, une ancienne ville, une ville qui a à peu près 1000 ans d'ailleurs, qui est la capitale du Damagaran, qui est Zinder. Et je parle des palais millénaires et tout. On me dit, ah bon, vous avez des palais? Mais on pensait que vous n'aviez que des huttes.
J'ai dit, mais même nos huttes, vous êtes en train de les construire sur vos plages. C'est des œuvres d'art. Mais on a aussi des palais. Voilà. On a des palais, on a l'architecture sans rail, on a l'architecture Hausa. Donc, et tout ça, ça a perturbé le fait de... Donc, je veux dire, ils peuvent au moins avoir la curiosité de dire, bon, ben allons-y, montrez-nous vos villes, montrez-nous vos... Alors, ça se passe dans une famille aristocratique, voilà, qui est cultivée, voilà, avec des gens très beaux, des très beaux costumes, de très belles langues. Et tout ça, ça crée un problème. Et tout ça fait que mon scénario n'a pas été retenu avec ça, mais en Afrique, donc dans le Niger, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, l'Ouganda, et qui a fait, je pense, un beau film parce qu'il a été jusqu'aux Oscars. Voilà. Bruno. Moi, j'avais deux remarques par rapport à ce que vous disiez qui étaient passionnants et plein d'humour. Lorsqu'on a lancé cette année le Mobile Film Festival Africa et l'appel à films, on a contacté des cinémas sur tout le continent. Et on a regardé d'abord, demandé à quelqu'un de mon équipe de le faire, et puis je lui ai dit, t'as regardé la programmation, il y avait du Spider-Man, des Gardiens de la Galaxie ou je ne sais quoi, de temps en temps un film de Bollywood, mais quasiment jamais de film africain. Et donc, et c'était au Ghana, au Rwanda, au Nigeria, et ainsi de suite. Et donc, on leur a dit, mais c'est bizarre, vous... Et eux-mêmes ont eu cette réponse très étrange de dire, mais c'est difficile de distribuer les films africains, le public n'aime pas. En Afrique, ils vous ont dit ça? En Afrique. Les Africains, et c'est alors, comme vous. Non, mais et alors on leur a dit, justement, donnez la chance à cette jeune génération. Et du coup, il y a 600 écrans qui nous soutiennent en diffusant l'appel et qui vont diffuser après les films lauréats et les films sélectionnés. Mais je me disais cette même chose du côté européen, puisqu'on parle de pont. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à assumer aujourd'hui une distribution en Europe qui soit ethnique? Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les quelques fois où je peux découvrir un film africain, moi j'habite à Paris, c'est dans une salle du quartier latin, dans un cinéma d'auteur, entre un film ouzbek et un film turc, ce qui est génial les deux, et moi j'adore le cinéma du monde entier, mais il y a cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à proximité de populations qui culturellement comprendront, comme vous le dites, comme à Alger, ça s'est passé pour votre scénario, qui comprendront des salles de quartier, d'assumer le fait d'aller vers les banlieues, que les UGC, les pâtés ou les CGR assument aussi d'accueillir ces films-là par rapport à un public de proximité qui va être intéressé par cette démarche-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que l'Europe peut développer, assumer et un petit peu provoquer, mais vraiment de manière, entre guillemets, courageux, si on peut dire, c'est pas vraiment très courageux, mais en tout cas de manière engagée sur cette idée d'assumer ce côté multiculturel. Oui, bien sûr, je pense que c'est très important. Et c'est là que je parlais aussi de conseillers juridiques, par exemple. Il y a quelques années, il y avait l'Union européenne qui avait mis à notre disposition des conseillers juridiques. Parce qu'on se fait aussi escroquer. Voilà. Non seulement on ne trouve pas de fonds en Europe, quand on vient avec nos fonds en Afrique, on se fait escroquer par des producteurs véreux parfois. Et, il y en a partout, ça. Oui, mais il y en a partout. Mais moi, mon dernier film a eu ce problème. Et quand j'écris au Centre national du cinéma français, qui est quand même le ministère de la Culture, pour dire attention, il y a un problème, ils ne me répondent pas, ils ne disent rien. Il a fallu que je rencontre le président du CNC l'année dernière au Festival de Cannes, après plusieurs années, lui répétant cette histoire, qu'il fait venir son directeur juridique, que je contacte, qui voit les contrats, qui voit bien qu'il y a vice de forme, qui voit bien que ce n'est pas régulier, mais qui ne bouge pas non plus. Donc c'est très grave, parce que j'ai un film qui est asphyxié par un producteur véreux qui n'a jamais mis un centime dedans. Et moi, je le dis là, dans cette salle, parce que vous savez combien de cinéastes d'Afrique ont fait des films qui ne sont jamais sortis en salle parce qu'ils se sont fait escroquer. Et quand on écrit, parce qu'on n'a pas les moyens de faire des procès pendant des années, mais quand même le CNC, qui n'est bien sûr pas la Cour de justice, ils peuvent aussi suspendre
quelque chose. Ils peuvent faire des audits. Ils peuvent faire quelque chose. Donc, et tout ça, le pont, c'est aussi ça. Bien Parce sûr. qu'on ne peut pas venir avec... Mais il y a presque les mêmes problèmes avec les films français, hein, et des distributeurs véreux et des... Oui, mais ça, c'est le problème des films français. Moi, je parle des films africains. Des films africains et de ponts que vous voulez qu'on jette des deux côtés de la Méditerranée. D'ailleurs, la Méditerranée dont parlent les Français, vous en parlez comme s'il n'y avait que vous pour la Méditerranée, comme si c'était une mer qui était suspendue entre la France et le ciel. Vous savez, l'autre côté de la Méditerranée, c'est l'Afrique, hein? Ça se trouve en Afrique, la Méditerranée. Vous n'êtes pas plus propriétaire de la Méditerranée que nous. Merci, merci beaucoup, Amatou. Merci à tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, malheureusement. Mais merci beaucoup, merci Bruno. Merci. Vous voulez un mot le mot de la fin. Ajouter un petit mot dans l'esprit de cette soirée, dans l'esprit de votre discours, qui était de dire, si on veut vraiment faire ce pont, il est temps qu'on assume nos afrodescendants, on assume notre afrodescendance en Europe et qu'on apprenne les langues dans les écoles, qu'on apprenne des langues qui représentent des millions, des centaines de millions d'habitants, parce que c'est une vraie valeur, une vraie richesse qu'on a, en particulier en France, et on a tendance à pas la valoriser. Et je trouve ça vraiment désespérant. Oui, je voulais pas relancer le débat. Non, je lance pas le débat, mais c'est une question de respect. L'Afrique mérite le respect. C'est ça, il faut respecter l'Afrique. L'humanité a commencé en Afrique. Et les plus grandes civilisations ont commencé en Afrique, même s'il y a certains qui disent qu'on n'est pas encore rentré dans l'histoire que je ne citerai pas. Non, ne le citons pas. Non, je ne le citerai pas, c'est pas la peine. Ne mérite pas. Voilà, donc l'Afrique mérite le respect. L'Afrique, on doit du respect à ce continent. Et pour moi, c'est un honneur d'être africain, et vous êtes tous africains. Parce que vous êtes tous d'Afrique. Merci à vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci.